L'histoire commence avec un accident de voiture et un gars qui se demande s'il doit sauver sa patronne. Il est en train de lui faire un massage cardiaque, mais il n'est pas sûr de vraiment vouloir qu'elle revienne à la vie. C'est parce qu'elle lui imposait des horaires de malade, le fameux 996. En gros, tu bosses de 9 heures du matin à 9 heures du soir, 6 jours sur 7. C'est pour ça qu'en la voyant mourir, il se demande si ce n'est pas juste le karma. Il commence à la soulever, mais se dit qu'en l'aidant maintenant, il pourrait peut-être gagner quelques bons points pour l'au-delà. Il s'approche de ses douces lèvres quand soudain, une lumière dorée descend des cieux et pénètre dans la femme. Le prota se plaint que si elle meurt, il ne saura pas à qui réclamer ses droits de travailleur. En même temps, il avoue qu'il n'aurait jamais imaginé que ses lèvres seraient si douces et sucrées. À ce moment-là, elle ouvre les yeux. Le protagoniste est tout rouge alors qu'elle lui demande s'il cherche à mourir. Un message du système apparaît indiquant qu'il a réussi à surprendre l'impératrice et à gagner une apparence divine ainsi qu'un bouclier doré avec 31 utilisations. Le protagoniste ne sait pas d'où vient cette voix du système. Alors qu'une jambe s'approche de lui, on dirait qu'il va se prendre un coup de pied, mais à la place, il se fait torturer salement. Il se sort de là avec une prise de jujitsu et se met à fuir cette patronne dangereuse. Elle lui dit alors qu'il devra faire face au châtiment divin, mais le prota est paumé et demande ce qui se passe. Il essaie de lui expliquer qu'elle s'est juste évanouie en se cognant la tête et lui demande à quoi elle joue. Lynn trouve il devait quand même retourner au boulot, mais ce serait sympa qu'elle le paye en plus pour tout ce qu'il a fait. Cependant, Lynn est en train de fixer sa main, perplexe, ne sachant ni où elle est, ni pourquoi. On dirait que toute son énergie a disparu. Un peu de temps passe, et on se retrouve chez notre protagoniste. Il rentrait d'une journée de travail épuisante et comptait bien se reposer. À peine entré, il trouve son pote un peu rondouillard dans son habitat naturel et lui demande s'il reste à manger. Mais son ami lui demande juste s'il s'est fait presser comme un citron par sa patronne diabolique. Mais soudain, son ami a l'air surpris et laisse tomber la canette qu'il tenait. Le protagoniste, confus, demande quel est le problème. La patronne était entrée dans la maison et demandait si cette cage était ce qu'il appelait un appartement. Le protagoniste veut savoir ce qu'elle fait là, tandis que le pote rondouillard dit qu'il devrait prévenir avant de ramener une fille à la maison. Cependant, la patronne est perplexe et dit que s'il ne fait pas attention, il subira un châtiment divin. L'ami est également confus quand soudain, elle attrape la main de Louis et lui dit de la suivre. En voyant qu'elle est couverte de sang avec... Par contre, Lynn dit que d'après ce qu'il a raconté, on dirait bien que c'est son disciple. Elle explique qu'elle est une impératrice des enfers qui a cultivé pendant plus de 3000 ans pour s'élever jusqu'au royaume des humains et des dieux, et c'est pour ça qu'elle veut savoir où ils sont et pourquoi elle ne peut pas utiliser son énergie innée. Louis est paumé et se demande si elle n'est pas complètement tarée. Sauf que lui non plus, il n'est pas normal et il mentionne que depuis que la Terre existe, il a entendu parler de quelques cultivateurs mais que c'est hyper rare et pour autant qu'il sache, eux deux sont juste des gens normaux. Cependant, elle tend la main comme pour essayer de l'étrangler. Il la supplie de se calmer. Lynn s'approche et dit qu'il n'a pas l'air d'émettre l'aura de l'Alliance de la Justice. Notre gars prend à nouveau ses distances avec cette folle. Mais derrière les arbres, 3 mecs louches se demandent si c'est la bonne personne. L'un d'eux dit qu'ils doivent faire en sorte que ça ait l'air d'un braquage. Cependant, Lynn dit qu'elle a cramé et que quelqu'un écoutait leur conversation et déclare qu'ils méritent un châtiment divin. Les 3 membres productifs de la société se ramènent en disant qu'ils ne s'attendaient pas à se faire griller aussi facilement. Dès que notre gars voit de l'énergie dans la main de l'un d'eux, il se demande pourquoi des cultivateurs veulent lui faire la peau. Le type dit que c'est dommage, mais que le jeune homme a vu des choses qu'il n'aurait pas dû et lui fonce dessus en lui disant d'aller en enfer. Sauf que c'est à ce moment-là que le bouclier doré qu'il avait reçu s'active. Les mecs sont balancés contre l'arbre et se demandent comment c'est possible. Le système réapparaît disant que parce qu'il a causé des dégâts, il va recevoir des packs de cultivation pour débutants. Yue est paumé par ses voix et Lynn dit qu'elle va devoir apprendre à ses disciples à ne jamais laisser un ennemi s'enfuir vivant et qu'elle va buter ses insectes. Elle balance un coup de pied vers le haut, faisant disparaître le type, et dit que parfois la force physique suffit. Pendant ce temps, Ui réalise qu'il a bel et bien reçu le petit système. De plus, ça semble lié à cette meuf étrange en face de lui, qui, il en est sûr, n'est pas mademoiselle Lynn. De retour à la maison, son pote décide de lui laisser l'appart pour la nuit et d'aller dormir dans un cybercafé, mais il prévient Ui de rester discret pour éviter de se faire engueuler. Le pote dit qu'il n'en revient pas que Ui ait ramené cette femme chez lui. Et Yui pense la même chose. Il lui dit alors d'entrer et de se mettre à l'aise et s'excuse pour le bordel. Elle s'assoit en disant qu'elle se fiche des broutilles, même si ses disciples ont tendance à être stricts. Yui va au frigo et lui demande c'est quoi ce délire d'impératrice qui a traversé les mondes. Si c'est vraiment une possession, alors qu'est-il arrivé au corps de Lin Mia?
Elle explique qu'elle était en pleine épreuve d'évolution quand elle s'est retrouvée prise dans une baston avec l'Alliance de la Justice. Soudain, au milieu du combat, elle a atterri ici sans aucun pouvoir. Lui dit qu'elle n'arrête pas de mentionner cette alliance et demande si par hasard ce sont des ennemis. L'impératrice répond que ces types sont une bande d'hypocrites qui se la jouent de justiciers, mais qui sont absolument à vomir. Et puisqu'ils veulent lui chercher des noises, ils méritent de finir en rivière de sang. Lui, debout près du frigo, se dit que cette meuf a plus l'air d'une terroriste. Il lui donne alors un verre d'eau à boire. Elle lui dit de jeter un œil à comment ce monde fonctionne. Il explique que dans son monde, il y a des trucs comme de la magie et une technologie extrêmement avancée. La bosse regarde une Lolita faire de la magie, elle a l'air bluffée par la puissance jusqu'à ce que Hui lui montre des vaisseaux spatiaux qui défoncent des planètes. Il la prévient de faire attention parce qu'il y a des gens dans ce monde qui pourraient la détruire, elle et la planète entière, d'un claquement de doigts. En matant les images, elle demande si c'est vraiment possible. Il confirme, en disant qu'elle doit comprendre que sa cultivation personnelle n'a aucune chance face à ses forces. C'est pourquoi elle ne devrait jamais faire de mal à personne, sinon les conséquences pourraient être très graves. Elle se lève d'un coup et dit que l'énergie dans son monde a l'air super rare. Elle pose sa main sur son front et déclare que les aptitudes du garçon sont parmi les meilleures qu'elle ait jamais vues. Lui se doute que ça doit avoir un rapport avec ce fameux système. Lin lui explique que s'il était dans son monde en 300 ans, il atteindrait un niveau de ouf. Soudain, son téléphone sonne. Il répond, tout en pensant que tout ce qu'il a toujours voulu dans la vie, c'est être un employé lambda et gagner un peu sa vie. En fait, c'est un de ses collègues qui lui dit que si les bugs ne sont pas corrigés avant ce soir, il n'a même pas besoin de se pointer au bureau demain. Frustré, Yui répond qu'il n'est pas une intelligence artificielle qui n'a pas besoin de se reposer. Même Lin commente que bosser si tard, c'est ni plus ni moins que de l'esclavage. Elle raconte que dans son monde, un réparateur de pont a fait un truc du genre une fois, alors elle l'a découpé en morceaux. Yue est paumée parce qu'elle a dit ça super naturellement. Elle ajoute ensuite que pour un truc aussi simple, on l'a traitée de meurtrière, ce qui n'a aucun sens pour elle. En se retournant avec un sourire, elle dit que ce n'est pas grave parce que ces types ne peuvent pas la battre. Yui se dit en lui-même qu'elle n'a pas l'air d'être une si mauvaise personne. Il se dit qu'elle est au moins une guerrière qui se bat pour la justice. Il lui demande ensuite si son téléphone marche encore, parce que c'est essentiel dans la vie de tous les jours. Elle fouille dans sa poche et se demande si c'est vraiment si important vu qu'elle ne sent rien de magique là-dedans. Elle lui tend l'appareil en demandant si c'est de ça qu'il parle. Le prota dit que ce téléphone qui coûte une blinde est vraiment solide, parce qu'après l'accident de voiture, il est toujours intact. Il lui attrape alors le poignet en disant que maintenant il va lui montrer comment s'en servir. Il prend son empreinte digitale, touche l'écran et explique que c'est comme ça qu'on déverrouille un téléphone. Sauf que Lin devient toute rouge et le traite de pervers qui mérite d'être puni. Scène suivante, une livraison arrive pour lui. Le livreur demande pourquoi l'air sent si épicé. Yui l'invite à manger de la viande avec lui et elle observe avec curiosité. Elle en met un morceau dans sa bouche, est surprise et dit que c'est bien moins dangereux qu'elle ne le pensait. Elle commente que la viande ressemble au souffle d'un dragon. Elle demande si les gens mangent vraiment un truc pareil et il lui demande s'ils n'ont rien de similaire dans son monde. Elle explique qu'ils utilisent bien des épices, mais rien d'aussi piquant que ça. Il sourit et dit que c'est dingue de voir à quel point les civilisations peuvent être différentes. Il prend ce qui ressemble à un coca et dit que même si ça a l'air d'être du poison, ça va aider avec le goût et que c'est plutôt bon. Il en boit une gorgée pour lui montrer que ce n'est pas du poison et elle boit après lui. Cependant, elle n'a pas l'air d'aimer ça. Elle se penche en arrière et dit que ça lui a donné une sensation bizarre dans la bouche et des picotements dans le ventre. Il la prévient de faire attention parce que si elle boit tout d'un coup, elle va rôter. Apparemment, elle a rôté. Elle dit que ça a un goût amer et sucré en même temps, ce qui est très bon. Elle s'imagine ses disciples la mettre en garde contre le poison, mais elle leur répond qu'ils n'ont pas à avoir peur car ce poison ne fera que forger son corps. En voyant ça, tous les disciples sont super contents. Il lui demande si c'est vraiment si bon que ça. Elle explique qu'elle se remémorait juste quelques bonnes histoires de sa secte. Alors qu'il s'apprête à ranger la nourriture, elle lui attrape le bras en disant qu'il n'a pas à s'inquiéter, car elle va développer une tolérance. Yui la prévient de faire gaffe car les toxines peuvent s'accumuler. Tout excitée, elle dit qu'une impératrice ne peut pas avoir peur d'un truc aussi simple. Elle en reprend une bouchée, mais dans la scène suivante, elle prétend que finalement, ce n'est pas si épicé que ça. Un peu plus tard, à sa manière bien à elle, elle lui demande quelle est sa boisson préférée. Pendant ce temps, il lui dit d'arrêter d'être têtu. Son téléphone sonne à nouveau et il répond « Évidemment, c'est encore son chef qui l'engueule, lui demandant pourquoi il n'a pas encore corrigé les bugs. » Le chef le prévient que si ce n'est pas fait pour demain matin, il peut dire adieu à son poste. Mais Yui est confiant, car ce type est sous les ordres de Mademoiselle Lin. Il se tourne et la voit. Même si l'âme n'est pas la même, le corps, lui, l'est. On passe au jour suivant.
Yui lui explique comment tout fonctionne dans ce monde. Elle répond qu'elle a déjà compris, l'ascenseur est une sorte d'escalier qui bouge tout seul. Le prota la félicite et lui rappelle que tout le monde l'appellera patronne Lin. Elle le rassure en lui disant qu'elle a compris et de ne pas s'en faire. Cependant, quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, un mec blond entre en se plaignant que Xiaokiki est trop cruel. Il s'approche d'elle et dit qu'il a entendu parler de l'accident, mais qu'il est content de voir qu'elle va si bien. Il lui offre le petit déjeuner spécial qu'il a préparé juste pour elle. À ce moment-là, elle se tourne vers Yui et demande qui est cette personne. Il lui explique que c'est un certain Gonam, son ancien prétendant. C'est le fils du propriétaire de l'immeuble et tout le monde le prend pour un con. Le blondinet se tourne vers Yui et lui dit que la prochaine fois, il a intérêt à la laisser seule dans l'ascenseur, car quelqu'un qui pue comme lui ne devrait pas s'approcher d'elle. Mais il se fait complètement ignorer, Yui suggérant qu'il se dépêche d'aller au bureau. Un mec un peu grassouillet arrive en courant, disant que c'est une bonne chose que la patronne soit enfin là. Il lui conseille de virer Yui parce que hier, il n'a pas fini son travail et n'a fait que dire du mal d'elle. Yui se penche à l'oreille de Lin et lui dit que c'est ce type qui n'arrêtait pas de l'appeler au milieu de la nuit. Lin se tourne vers l'homme et déclare qu'à sa connaissance, celui qui ruine sa réputation, c'est lui. L'homme, embarrassé, dit qu'il ne ferait jamais une chose pareille et insiste sur le fait que Yui a dû lui mentir. Elle dit alors qu'elle a passé toute la nuit avec Yui, donc elle sait très bien qui ment. Le mec blond est complètement perdu face à cette situation. Le prota réalise qu'elle vient de jeter de l'huile sur le feu, mais le système détecte qu'il a choqué les gens autour et lui accorde quelques compétences en arts martiaux. On passe à la scène du bureau de la présidente. Yui lui dit de ne pas s'inquiéter, car percer ce système ne sera pas difficile pour lui. Dès qu'il y accédera, il saura exactement où elle habite et elle pourra alors rentrer chez elle. Cependant, l'impératrice lui demande pourquoi il l'aide autant. Pour autant qu'elle sache, l'ancienne propriétaire de ce corps n'était pas très sympa avec lui. Yui répond que c'est un bon jeune homme qui adore aider les autres. Mais en réalité, il sait que s'il peut commander à l'impératrice, il sera pratiquement un empereur lui-même. En plus, ce sera génial de voir ce gros lard recevoir ce qu'il mérite. Et pour finir, il ne peut pas l'abandonner à son sort après ce qui s'est passé hier. Elle se souvient d'avoir été attaquée et demande ce que c'est que cette histoire de mourir. Mais Yui l'ignore complètement et dit que la nourriture que le blondinet a apportée est vraiment bonne. Il lui apporte le plat et lui demande si elle en veut encore. Cependant, elle se souvient de la nourriture épicée de la veille et se dit que ce plat rouge doit être beaucoup trop piquant. Elle se roule sur le côté, refusant de le manger. Un peu plus tard, il quitte la pièce et le pote un peu enrobé tient 3 seaux, demandant s'il n'a pas été assez puni. Mais elle répond qu'il devrait déjà être content d'être en vie. S'il se plaint encore une fois, il se prendra 10 heures de plus au compteur. Shonan s'approche alors et demande pourquoi Yui était dans son bureau. Il l'avertit de faire attention car ce type est pauvre, grossier et pue. L'impératrice le foudroie du regard. Shonan s'excuse, se demandant pourquoi elle lui lance ce regard. Yui la remercie alors, disant que le petit déjeuner était délicieux. Il s'éloigne avec la bosse, disant qu'ils ont des affaires privées à régler. Shonan veut évidemment savoir de quoi il s'agit. Yui se souvient qu'il doit choquer les gens pour gagner des bonus du système, tandis que Shaman pense que Yui va devoir payer pour ce qu'il fait. La scène change pour un quartier luxueux, au manoir Shangshire. Yui complimente l'impératrice en lui disant qu'elle commence à piger comment utiliser un téléphone. La porte s'ouvre et elle dit que s'adapter au nouveau monde est une seconde nature pour elle. En entrant, le protagoniste fait la remarque que la maison est aussi luxueuse qu'il s'y attendait. Il parle des appareils de cuisine et dit qu'il lui apprendra à les utiliser plus tard. Mais elle répond que ce n'est pas la peine vu qu'elle n'a jamais cuisiné de sa vie. Il lui montre ensuite la salle de bain et elle remarque à quel point c'est bizarre de faire toutes ses affaires d'hygiène au même endroit. Il lui explique comment utiliser les toilettes, lui montre la douche et elle dit qu'elle va prendre un bain. Elle lui dit d'aller chercher des vêtements, car elle est sûre que l'ancienne propriétaire du corps a dû en laisser. Dès que Yui ouvre la penderie, il voit les vêtements suspendus. Il fait la remarque qu'il ne s'attendait pas à ce que l'ancienne patronne soit ce genre de personne. Il choisit quelques vêtements, pensant qu'au moins il n'a pas à s'inquiéter de la taille, puisque c'est la bonne personne. Pendant ce temps, l'impératrice est dans le bain et lui demande s'il a tout préparé car elle est sur le point d'attraper froid. Le souci de Yui cependant est tout autre. Comment va-t-il lui apprendre à porter des fringues modernes? Il les lui tend et lui dit de regarder les images et de ne pas les mettre à l'envers. Elle rétorque qu'il devrait arrêter de la saouler parce qu'elle n'est pas si bête. Malgré le design discutable, la seule chose qu'elle trouve étrange, c'est que ce bout de ficelle soit considéré comme un vêtement. Pendant ce temps, Yui est dans le salon et regarde la télé. Il l'appelle pour regarder un documentaire historique. Il prévoit de tout lui expliquer sur l'évolution humaine et la création des industries. Elle s'assoit à côté de lui, disant qu'elle est curieuse. Cependant, quelques instants plus tard, elle s'est déjà endormie. Le protagoniste est agacé qu'elle ait prétendu être intéressée pour ne même pas tenir 10 minutes.
Il va pour la couvrir avec une couverture, mais elle semble sentir quelque chose et la lacère. En voyant la couverture déchirée, il est perplexe, surtout qu'elle dort toujours. Lentement, il approche une feuille de papier d'elle et elle la déchiquette à nouveau. Il est choqué qu'elle ait un système d'alerte aussi affûté, même en dormant. Il décide de s'éloigner un peu car ça semble un peu dangereux pendant qu'elle dort. Il s'assoit et commence à examiner les objets qu'il a reçus du système. Puis il commence à pratiquer l'une des techniques de points qu'il a obtenues. Le nom, point céleste de Dell, sonnait vraiment hyper prétentieux. Il prend quelques postures de combat et sent comme si son corps brûlait. Sa poitrine se serre et son cœur a l'impression qu'il va exploser. Elle s'approche de lui et dit que s'il continue à ce rythme, il va finir par y passer. Elle ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais plus la technique est bonne, plus elle est risquée. Même s'il a du talent, ses bases lui sont très faibles, ce qui la stresse. En gros, il est trop faible. Le pauvre gars se sent anéanti. Elle dit que maintenant qu'elle a fait une petite sieste, elle est pleine d'énergie. Yui était sur le point de commenter ses attaques quand son téléphone sonne. C'est l'un des patrons qui demande de l'aide avec des dossiers de l'entreprise. Le protagoniste répond qu'il a ramené Mademoiselle Lin chez elle et qu'il reviendra bientôt pour aider. Il lui dit qu'il essaiera de revenir dans la nuit, et elle lui demande pourquoi il ne reste pas simplement à ses côtés pour l'aider avec les tâches ennuyeuses. Cependant, il répond qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et qu'il doit s'assurer que l'entreprise ne sombre pas dans le chaos. Il se dirige ensuite vers la porte, disant qu'il n'y a aucune raison de se compliquer la vie quand elle est calme, mais elle lui dit de s'arrêter et s'approche. Il est sur le point de demander pourquoi quand elle se rapproche encore plus. Hui demande si ce n'est pas un peu déplacé. Elle lui donne une pichenette sur le front et lui dit d'oublier et de partir. Le pauvre gars reste là, tout confus. Avant de fermer la porte, cependant, il dit qu'il va lui commander des livraisons mais lui demande de ne pas faire flipper les gens. Elle réfléchit que maintenant, sans énergie innée, elle ne peut plus transmettre sa conscience. Le protagoniste a travaillé toute la journée et il est enfin temps de rentrer à la maison. Le Saitama du bureau l'appelle président et suggère de payer le dîner à tout le monde. Le garçon demande ce que c'est que cette histoire de président. Saitama plaisante en disant qu'ils savent tous qu'il est proche de la présidente Lin. Hui leur dit d'arrêter d'exagérer. Il explique à tout le monde qu'elle a eu un accident de voiture, qu'il se trouvait juste à côté et qu'il l'a aidée. S'il y avait vraiment quelque chose entre eux, il ne serait pas coincé là à faire des heures supplémentaires. Non loin, Shaman entend tout. Il pense que cela explique tout. C'était juste une coïncidence. Pas moyen qu'un tocard comme lui puisse s'approcher de Mademoiselle Lin. De retour au manoir, on voit la présidente quand quelqu'un demande pourquoi les lumières sont éteintes. L'impératrice se tourne, en colère, et dit qu'il va devoir en assumer les conséquences. Cependant, le protagoniste pose simplement de la nourriture sur la table et demande ce qui ne va pas. Elle se fige une seconde avant de tout dévorer, en commentant qu'il aurait dû la porter plus tôt. Peu de temps après, elle est plus calme et dit que la nourriture sans épices est un peu fade. Il jette les restes à la poubelle en marmonnant que c'est vraiment difficile de la comprendre. Lin lui montre alors son téléphone et dit que ce truc doit avoir une dent contre elle. Elle a essayé de commander de la bouffe en 2 clics, alors pourquoi ça ne marche pas pour elle? Il s'assoit et jette un œil, lui montrant qu'elle doit scanner son visage pour effectuer un paiement. Pendant qu'elle galère avec le téléphone, il nettoie la table, expliquant que c'est comme ça que les transferts d'argent fonctionnent dans ce monde. En rangeant, il remarque des feuilles de papier avec des techniques de méditation écrites dessus. Il demande à Lin si elle peut lire ce genre de choses, mais l'impératrice révèle que c'est elle qui l'a écrit. Il est sous le choc, et elle fait remarquer que bien sûr, elle sait encore comment utiliser du papier et un stylo. La technique de méditation intègre le corps, l'énergie, l'essence et l'âme. Ça l'aiderait à devenir assez fort pour commencer à apprendre quelques techniques. Le garçon se sent gêné. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle se donnerait autant de mal pour lui. Sauf qu'elle lui fait un clin d'œil et lui dit qu'il y a des conditions pour qu'il accepte sa méthode. Il doit s'entraîner exactement comme elle le lui ordonne. Parce que le talent naturel seul, ça ne suffit pas. Il a 3 semaines pour maîtriser le premier chapitre, sinon il dégage, car elle ne garde pas les feignants dans son entourage. Le voilà qui tremble et qui demande, un peu gêné, combien de temps ça prend d'habitude aux disciples pour maîtriser ça. Elle répond que c'est normalement 4 semaines, mais comme il est doué, ça ne sera pas un problème pour lui. Il commence à lire quelques pages sur l'énergie et le pouls. Ça parle de la circulation du rythme énergétique qui retourne à sa véritable nature. Pendant ce temps, elle veut goûter un bout du truc sucré et rafraîchissant qu'elle est en train de manger. Elle lui dit qu'il devrait manger avant de s'entraîner, mais Yui est déjà en train de cracher du feu bleu en disant qu'il sent son corps devenir plus léger. L'impératrice est bluffée qu'il ait maîtrisé la première technique en seulement quelques respirations. Même lui, il est paumé et demande s'il a vraiment réussi. Mais l'impératrice, maintenant assise sur le comptoir, lui dit que le simple fait de pouvoir rassembler de l'énergie prouve que oui. Elle lui dit de respirer à nouveau et d'essayer d'accumuler de la puissance.
Le garçon agit comme un aspirateur, aspirant toute l'énergie de l'environnement. Même elle est surprise et se demande quel genre de monstre il est. Pour avoir impressionné l'impératrice une fois de plus, il reçoit la capacité du déplacement instantané. Il commence à se dire qu'à chaque fois qu'il l'impressionnera, ses attentes vont grimper et ça va devenir de plus en plus dur. Même si c'était une bonne brebis, il y a une limite à la laine qu'on peut lui tondre sur le dos. Elle lui demande pourquoi il se marre et il répond que ce n'est rien. Puis il demande si elle a d'autres instructions parce qu'il veut retourner s'entraîner. Elle dit que oui et mentionne qu'ils ont un problème très important. Il demande ce que c'est et elle veut savoir pourquoi il n'y a pas de coca à la maison. Le pauvre gars ne comprend rien. Plus tard, il se dit que lui apprendre à utiliser les applis de livraison en ce moment, c'est dangereux. Mais elle est déjà en train de boire son coca en disant qu'elle se sent incroyablement bien. Au moment où il part, elle dit qu'il y a autre chose qu'elle doit lui rappeler. Il doit être plus prudent car elle a vu d'innombrables prodiges chuter à cause de leur arrogance. Il doit toujours se rappeler qu'il y a toujours plus fort que soi. Mais en plein milieu de sa leçon de morale, elle se met soudainement à avoir un hoquet incontrôlable. Elle se couvre la bouche et dit « Ce corps est bizarrement fragile ». Il s'en va en disant qu'il l'avait prévenu de ne pas boire si vite. Elle lui dit de dégager ou elle le bute. Il répond qu'elle devrait savoir que si elle continue à boire ça, elle va finir avec du diabète et des caries. L'impératrice demande si elle ne devrait pas en boire et il claque la porte en disant que c'est mieux de ne pas le faire. Suite à ça, elle se détend en disant qu'elle a enfin un peu de paix. Mais de l'extérieur, il lui crie de ne pas oublier que son numéro est le premier sur la liste de contacts. L'impératrice se souvient que dans son monde passé, tout le monde la craignait. Ça fait longtemps que quelqu'un ne s'est pas autant soucié d'elle. Yui est de retour à la maison, se demandant où son frère a bien pu passer. Il décide de s'affaler sur le canapé car la journée a été épuisante et il lance son petit jeu. Il check la discussion de groupe avec ses potes qui parlent d'avoir fait un bon score. Yui demande pour jouer, mais soudainement tout le monde prétend avoir mal au bide et veut partir. Apparemment, Yui est l'un de ces joueurs qui fait perdre l'équipe. C'est pourquoi personne ne veut jouer avec lui. Mais quelqu'un du nom de Vieux Taré dit qu'il sera bientôt en ville et demande si Yui veut aller manger un bout de main. Yui accepte et est tout excité. Il se dit que ça fait 3 ou 4 ans qu'il joue avec Vieux Taré mais il ne l'a jamais rencontré en personne. Pendant ce temps, dans une salle de surveillance, quelqu'un commente qu'ils ont disparu dans un quartier étrange. Un mec chauve dit qu'ils sont allés enquêter mais qu'il n'y avait aucune trace des corps. Une autre personne répond de ne pas s'inquiéter car ils ont déjà trouvé un moyen de s'occuper de ce gamin. Le lendemain, Yui envoie un message à son ami en disant qu'il attend son arrivée, tout en pensant à la bouffe qu'il a commandée, puis quelqu'un s'approche. C'est Vieux Taré. Qu'est-ce qui se passe? Les règles du jeu ont changé, les filles se font passer pour des vieillards maintenant. Lui dit à la jeune femme que la table est déjà réservée. Il commence à penser qu'elle travaille pour le bar et commente à quel point le marché des boissons est devenu compétitif, mais elle sourit et dit qu'elle est Vieux Taré. Elle lui montre leur historique de discussion, ce qui surprend Yui. Gêné, il demande si elle est sûre, soulignant que sa voix est très différente. La fille explique que les gens la trouvent très naïve et facile à avoir, c'est pourquoi elle préfère se faire passer pour un vieillard en ligne. Elle dit que celle qui l'a initiée à ça s'appelle Lingji, sa sœur. Lui commente que maintenant ça a du sens, c'est pour ça qu'il entendait parfois une voix de femme dans le micro de Vieux Taré. Gênée, elle lui demande d'arrêter de l'appeler comme ça et dit qu'elle s'appelle Xiao et qu'elle va vivre dans cette ville pendant un petit moment. Plus tard, au bord d'un lac, il lui demande si elle n'a pas peur de lui, puisqu'elle est devenue seule. Elle répond qu'il se fait des films car elle se sent en sécurité s'étant entraînée depuis son enfance. Elle est sûre de pouvoir gérer 3 ou 5 mecs toute seule. Notre gars dit qu'il comprend, mais il n'est toujours pas habitué au fait que son amie en ligne se révèle être une fille aussi belle. Elle est toute gênée, lui demande s'il parle d'elle et se met à taper doucement contre un mur, lui disant de ne pas dire des choses pareilles sans réfléchir. Sauf que la fille est si forte qu'elle fait s'effondrer la structure. Elle se précipite pour le sauver et il pense que mourir comme ça ne serait pas si mal. Et là, elle lui tombe pile dessus. Combien de côtes cassées? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de ses côtes. Elle s'excuse, expliquant qu'elle a un physique particulier avec une force surhumaine et des os très denses. Elle n'aurait jamais imaginé que lui tomber dessus causerait autant de dégâts. Notre gars prépare une technique et lui dit de se calmer, l'assurant qu'il peut gérer la situation. Il se dit que c'est une bonne chose qu'il ait pratiqué ces techniques, sinon il serait mort, c'est sûr. Puis son téléphone vibre, un message, et elle dit que sa première mission est enfin arrivée. Elle lui montre une application appelée Exia et lui demande s'il connaît. Il demande si c'est l'appli où l'on peut poster des missions pour que les cultivateurs et les guerriers se battent en duel. Après avoir terminé la mission, il gagne la récompense proposée et accumule des points de héros. Elle confirme et dit que son rêve ultime est de devenir la plus grande héroïne de tous les temps. Elle lui montre ensuite la mission, qui consiste à démolir un type qui a piqué la copine d'un autre.
Elle lui montre le téléphone et il dit qu'un salaud pareil mérite de mourir. Mais elle demande alors pourquoi la cible lui ressemble autant. Sans hésiter, elle lui tranche presque la tête. Il esquive et lui dit de se calmer en insistant sur le fait qu'il ne ferait jamais un truc pareil. Mais elle l'ignore et dit que comme c'est sa première mission, elle ne peut pas échouer. Alors il a intérêt à arrêter d'esquiver. Elle tente un coup de pied, mais il fait un pas de côté et lui demande pourquoi elle essaie de buter son pote comme ça. Motivée, elle lui dit simplement d'arrêter d'esquiver et de se transformer en point d'héroïsme dont elle a besoin. Il esquive encore et elle a l'air de pas piger comment il fait pour toujours éviter ses attaques. Le protagoniste se dit que dans sa vie, aucune femme n'est jamais simple, mais puisqu'elle veut jouer à ça, il ne va pas se retenir. Il utilise le pas instantané pour apparaître derrière elle et se prépare à utiliser le point d'Owo, manquant de la faire valser. Elle réalise qu'elle a fait une grosse connerie en essayant de tuer ce mec. Sur ce, elle prend peur et il débloque la technique du choc de l'âme. Cette capacité étourdit l'adversaire, le forçant à lui obéir pendant un moment. Xiao dit que son grand-père lui a toujours dit que la Chine regorgeait de talents cachés et maintenant elle voit qu'elle n'a aucune chance de le battre. Yui essaie de la réconforter en lui disant de pas s'en faire car lui aussi s'entraîne depuis l'enfance. Il dit qu'il a seulement gagné parce qu'il l'a prise par surprise. Mais elle répond qu'elle ne gobe pas ça, soulignant que sa façon d'esquiver ses attaques était bizarre. Elle dit qu'elle compte bien l'inspecter et il lui demande ce qu'elle veut dire par là. Elle commence à lui tâter le corps en disant que s'il s'entraîne depuis l'enfance, il devrait y avoir des marques. Elle soulève son t-shirt lui disant de ne pas résister parce qu'il n'a pas le choix. Plus tard, elle lui demande ce qui se passe parce qu'il ne s'entraîne que depuis 3 mois. Il admet qu'il pensait que les capacités qu'il avait apprises étaient spéciales, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elles seraient aussi puissantes. Bien sûr, on sait qu'il ne s'entraîne que depuis 3 jours, mais il décide de ne pas lui dire. Xiao dit qu'avec un tel talent, elle a hâte de voir ce que son grand-père pensera de lui. Yui lui demande si elle peut découvrir qui a essayé de le tuer et lui assure qu'elle peut lui faire confiance, qu'il croit au grand amour et ne serait jamais infidèle. Elle dit qu'il n'est pas possible de voir directement qui a envoyé la mission, mais qu'elle peut essayer d'organiser une rencontre. La scène change, on voit une camionnette garée dans la rue et des types qui en sortent. Un mec avec des boucles d'oreilles en or demande si la fille a réussi sa mission. Che répond que oui et qu'il peut faire ce qu'il veut du garçon. Pendant ce temps, notre protagoniste trouve ça bizarre vu qu'il n'a jamais vu ces gens-là avant. L'homme félicite Qiao en disant qu'il lui mettra une note de 5 étoiles. À ce moment, Yui demande à l'homme s'il ne fait pas une erreur vu qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Mais l'homme demande si Yui l'a déjà oublié après s'être servi de lui. Puis il ordonne à ses hommes de se faire Yui. 2 autres types débarquent en transportant un truc louche. Le mec à la boucle d'oreille dit qu'aujourd'hui, ils vont tout piquer au gamin. L'un d'eux dit qu'il est le beau gosse, alors ils vont bien s'amuser à faire ce qu'ils veulent de lui. Lui pige vite que soit ces gens sont de mauvaise foi, soit ils se font manipuler. Il décide que c'est le moment parfait pour utiliser la technique qu'il vient d'acquérir. Il active la technique du choc de l'âme et leur ordonne de trouver qui a envoyé la mission et de s'occuper d'eux à la place. Xiao demande s'il va juste laisser ces gens partir. Il répond que pour l'instant, c'est la meilleure solution. Sur le chemin du retour, elle dit qu'elle voulait passer plus de temps avec lui aujourd'hui. Mais malheureusement, on n'arrête pas de l'appeler et elle doit y aller. Le protagoniste dit que comme elle reste en ville pour un petit moment, ils pourraient se revoir plus tard. Elle lui fait signe au revoir en disant qu'ils se reverront bientôt. Il la regarde se faire engueuler par sa sœur en se demandant ce que ses autres potes penseront quand ils découvriront que le vieux taré est en fait une fille. Pile à ce moment-là, il reçoit un appel sur son téléphone et se dit qu'elle a enfin appris à utiliser cet appareil. Il répond et blague en disant que si elle a été kidnappée, elle n'a qu'à tousser 2 fois. Mais l'impératrice répond qu'utiliser un artefact de communication est un jeu d'enfant pour elle. Elle déclare sans détour qu'elle veut qu'il l'accompagne pour acheter des vêtements. La case suivante, ils sont déjà arrivés au magasin et Yui est en train de filer de l'argent au chauffeur de taxi pour les ennuis que Lin a causés. Quand il a suggéré d'arrêter un taxi, elle en a défoncé un d'un coup de pied, en disant qu'elle ne faisait que suivre ses instructions. Il soupire et dit « peu importe », puis demande pourquoi elle veut soudainement acheter autant de vêtements. Elle répond qu'elle n'a pas envie de porter les fringues de quelqu'un d'autre pour toujours. La vendeuse lui demande s'il est là pour acheter des vêtements pour sa copine. Yui sait que c'est une technique de vente pour le faire payer plus cher et précise qu'il est juste là pour porter ses sacs. Des mecs à côté commandent que c'est impossible qu'un type comme lui sorte avec un canon pareil. La vendeuse sort une robe légère en disant qu'elle va adorer, puis montre une veste Gucci en affirmant qu'elle est indémodable. Elle demande à Yui de quoi la vendeuse est en train de parler. Il explique que dans son monde, chaque tenue est adaptée à des situations différentes. Elle hoche la tête, dit qu'elle comprend, puis demande s'ils ont des tenues moulantes en latex. La vendeuse a l'air mal à l'aise et demande de quoi elle parle. Perplexe, elle regarde Yui
et dit qu'elle a vu sur son ordinateur qu'il recherche toujours ce genre de truc. Gênée, Yui essaye d'expliquer à la vendeuse qu'elle veut dire un style super-héroïne, un truc qui a l'air costaud, c'est pour ça qu'elle a mentionné le latex. Mais l'impératrice dit qu'elle a seulement pensé à emporter parce qu'elle a supposé que c'était à la mode vu qu'il regardait tout le temps ça. Mais apparemment, il ne veut pas qu'elle l'essaie. Les mecs fouineurs, à côté, essaient de comprendre la relation entre le porteur de sac et elle. Pendant ce temps, Yui demande à la vendeuse d'apporter quelque chose de plus approprié. Elle est d'accord et l'impératrice va se changer. Elle revient en portant la tenue. La vendeuse la complimente immédiatement en disant qu'elle est sublime. L'impératrice dit que c'est similaire à ce qu'elle portait dans son monde et demande à Yui ce qu'il en pense. La vendeuse explique que ça vient de leur collection vintage. Elle commande qu'elle voulait quelque chose de plus classique et trouve que c'est parfait. L'impératrice se met devant le miroir et décide de l'acheter. Puis elle désigne Yui du doigt en disant qu'elle va aussi choisir quelque chose pour lui. Il ne comprend pas pourquoi, mais dans la scène suivante, on voit le protagoniste avec une apparence quasiment identique. Pas de grand changement. Cependant, l'impératrice, qui semble prendre de plus en plus confiance en elle, dit à Yui qu'il a l'air plutôt stylé. Il lui demande pourquoi elle a insisté pour lui acheter quelque chose à lui aussi. Elle explique que la famille Lin a envoyé un message à propos d'un banquet dans quelques jours. Elle effectue le paiement et dit qu'elle pensait que ce serait une bonne occasion d'en apprendre plus sur ce monde. C'est pourquoi elle l'a invité à l'accompagner. Mais la caissière lui dit que son compte n'est pas assez approvisionné. Lui trouve ça bizarre, étant donné que le compte de la famille Lin devrait avoir des fonds illimités. Il propose alors de payer lui-même. Il sait qu'il va devoir vivre comme un radin pendant 2 mois, mais il se dit que ça en vaut la peine. Sauf que le total s'élève à 38 000 et le garçon est anéanti. Plus tard, elle goûte une autre boisson et dit que c'est fade comparé au coca. Lui dit qu'il a vérifié son compte et a remarqué un gros virement vers un compte public. Pour régler ça, il pourrait contacter le manager, mais elle dit qu'elle s'en fiche un peu de l'argent. Il lui explique que l'argent, c'est quand même super important et il lui demande si elle s'en fout vraiment. Elle répond que s'il est si inquiet, à partir de maintenant, c'est lui qui gérera son argent. Il est paumé et lui demande comment il est censé gagner sa propre thune. C'est là qu'elle lui lâche que tout l'argent qu'elle a sera aussi à lui. Le mec est refait vu toute sa fortune, mais il capte que ça veut dire qu'à partir de maintenant, il lui appartient et qu'il pourra jamais se barrer. Tout rouge, il dit qu'il a compris, mais il ajoute qu'il y a quand même quelques trucs à éclaircir. Soudain, elle regarde sur le côté et remarque que ces types ont disparu. Apparemment, ils étaient là plus vifs qu'elle ne le pensait. Il dit qu'il a aussi eu l'impression que quelqu'un les matait tout à l'heure, mais il pensait que c'était juste son imagination. Elle reconnaît qu'il a un bon instinct et lui dit qu'il peut s'en occuper s'il veut. Pendant ce temps, dans une ruelle, un chauve demande, vénère, pourquoi leur plan est annulé alors qu'il était presque terminé. Un mec aux cheveux bruns dit que le gamin devait être éliminé parce qu'il a été témoin de l'accident de voiture de Lynn. Mais comme elle est en vie, il n'y a plus aucune raison de le buter. Le chauve Zalien Furax demande s'ils ne vont pas venger les 3 frères qu'ils ont perdus. Le type à lunettes, à côté de lui, dit que ce problème sera réglé tôt ou tard. Plus tard, à l'entreprise, un homme lui tend des papiers en disant que Mademoiselle Lin a fait quelques paiements. Une fois ces paiements remboursés, ils auront l'argent. Le seul hic, c'est que le nouveau contrat nécessite une nouvelle signature et il demande si Yui peut s'en charger. Le problème, c'est que Yui est une quiche en maths. Il se souvient que l'impératrice a dit que son argent était maintenant à lui. Il aimerait bien que ce soit vrai, ça lui faciliterait la vie pour les 10 prochaines années. Il dit au mec de lui filer les papiers et l'autre accepte, mais il en rajoute une pile, puis une autre, en expliquant que c'est pour les contrats à venir. Le gros propose de l'aider, en disant qu'il y en a vraiment beaucoup, mais Yui ne veut pas se faire avoir et décide qu'il vaut mieux qu'il gère ça tout seul. Il demande s'il a juste besoin de comparer les commandes dans le système. L'homme confirme et s'en va, en lui disant de l'appeler s'il a besoin d'aide. Dehors, Sean demande comment ça s'est passé. L'homme répond que Yui ne lui fait pas confiance. Les deux se marrent bizarrement, en disant que c'est parfait. Si le gros s'était occupé des dossiers, on aurait pu lui mettre toutes les erreurs sur le dos. Mais maintenant que Yui fait tout seul, il sera le seul responsable. Surtout qu'il ne capte pas que les listes sur son bureau sont toutes fausses. Évidemment, ça va lui prendre une plombe et il va quand même tout foirer. Shonan félicite l'homme en disant qu'il a super bien retourné la situation. Le gros ajoute que comme l'entreprise traverse une sale période, si Yui fait des erreurs, il sera viré à coup sûr. Même si la présidente veut le garder, ils peuvent convoquer une assemblée des actionnaires et il sera inévitablement viré. Le blond dit que dès qu'ils sortiront la vidéo compromettante qu'ils ont enregistrée de Yui, il sera fini. Mais là, la secrétaire débarque en disant qu'un groupe de personnes veut lui parler. Les mecs de la ruelle arrivent, tenant quelque chose de dangereux dans les mains. La secrétaire lui demande s'il les connaît. Il répond que oui, donc pas besoin de s'inquiéter, et il lui dit de ne pas se mêler de ça ni d'appeler la police, quoi qu'il arrive.
Elle le rassure en lui disant qu'elle gardera le secret. Shonan s'approche des hommes et leur dit d'aller parler à l'étage. Pendant ce temps, la secrétaire se demande ce qu'il manigance. Dès que la porte se ferme, elle entend plein de bruits étranges. Shonan est en train de crier en disant que ça ne rentrera pas dans cet espace. La secrétaire pense qu'il est peut-être en danger, mais se souvient qu'il lui a dit de ne pas intervenir. Soudain, on entend des gémissements depuis la pièce et elle se dit que les riches savent vraiment comment s'amuser. Revenons à Yui, le pauvre gars est au bout de sa vie. Rien ne correspond et les données du système ont l'air foireuses. Il décide de tout recalculer, persuadé que cette fois, ça va marcher. Pile à ce moment-là, son téléphone sonne. C'est l'impératrice qui l'engueule, lui demandant pourquoi il n'est pas encore rentré avec à manger. Gêné, il lui demande pourquoi elle n'a pas juste commandé en livraison, vu qu'il va mettre du temps, mais elle le prévient qu'il a 1 minute pour être devant la porte, sinon il va se prendre une raclée. La scène change et on se retrouve dans un restaurant. L'impératrice commande que la bouffe dans ce monde n'est pas mauvaise du tout. Yui lui demande si elle veut goûter des nouilles aux intestins de porc. Elle refuse direct, alors il se demande pourquoi elle ne maîtrise pas encore l'appli de livraison. Ou peut-être qu'elle la maîtrise et qu'elle voulait juste manger avec lui. D'un coup, elle s'étouffe mais change vite d'expression en prétendant qu'il y avait trop de choix sur l'appli et qu'elle n'arrivait pas à se décider. Il dit qu'il comprend et elle s'assoit en demandant comment s'est passée sa journée de boulot. Il explique qu'il vérifiait des papiers financiers mais que rien ne collait. Elle suggère que c'est peut-être un manque de concentration. Mais il insiste sur le fait que le manager Zhang a dû merder quelque part. Il sourit et dit qu'il devrait d'abord manger car la nourriture est délicieuse. Soudain, un chauve à une table voisine crie qu'il est sûr que ce ne sont pas des intestins de porc. Yuan surpris, se demandant pourquoi le type n'a rien dit plus tôt. L'impératrice a l'air perplexe. Yui regarde le gérant du restaurant s'approcher et demander au chauve pourquoi il crie. Le mec insiste, ce ne sont clairement pas des intestins. Le gérant lui dit d'arrêter de diffamer le restaurant sans preuve. L'impératrice demande à Yui où il va alors que le chauve menace de faire fermer le resto. C'est là que Yui intervient, pose une main sur l'épaule du mec et demande au gérant si ce que le chauve raconte est vrai. Il attrape le fauteur de trouble et prévient qu'il aura besoin d'une compensation pour avoir dépensé son argent ici. Le gérant nie tout en bloc, mais Yui, pour essayer d'obtenir des aveux, dit que la bouffe avait un goût bizarre et menace de tabasser le type s'il ne crache pas le morceau. Finalement, le cuisinier avoue que les intestins sont faits à partir de haricots fermentés. Évidemment, tout le monde réclame un remboursement. Quand Yui revient s'asseoir, l'impératrice remarque que dans son royaume, le gérant aurait subi un châtiment divin. Mais elle finit son plat et dit qu'au moins sa commande était bonne, alors ils vont laisser pisser. Le protagoniste rassemble les pièces du puzzle, réalisant que Zhang pourrait remplacer les produits authentiques par des trucs bas de gamme pour le tromper. Le raclement de gorge. Jour suivant, Yui est de retour au bureau. Zhang s'approche et lui demande s'il a fini les documents. Yui répond qu'il les a déjà envoyés aux investisseurs. Soudain, Zhang s'exclame que c'est une catastrophe. Il s'excuse en prétendant qu'il a fait une erreur, il a oublié de mettre à jour la liste des fournisseurs et a utilisé les anciens prix. Il gueule pour que tout le monde entende que si Yui a signé et envoyé ses documents, la boîte va perdre des millions. D'autres employés se joignent à lui en disant que ça va impacter toute la boîte. Shannon débarque en demandant quelle connerie Yui a encore faite. Cependant, on dirait que Shaman a passé une sale nuit. Il a visiblement mal, se tenant le bas du dos. Zhang lui demande si ça va. Notre gars sourit simplement en disant qu'il est curieux de voir tout ce foin. Sean dit alors qu'à cause de la connerie de Yui, personne dans la boîte ne touchera son bonus ce mois-ci. Les autres employés pètent un câble en disant qu'ils comptaient sur ce bonus. Le blondinet dit que puisque Yui est maintenant le bras droit du président, il va devoir expliquer ça à tout le monde. Yui révèle alors que tous les contrats ont été envoyés avec les bons prix, donc il n'y a pas à s'en faire. Shonan renifle à l'air paumé en entendant cette histoire de pas de problème. Yui balance les chiffres en leur disant de jeter un œil. Quand Zhang vérifie, il confirme que les chiffres sont bien corrects. Yui souligne même que la boulette de Zhang a failli coûter son bonus à tout le monde, donc c'est la moindre des choses qu'il s'explique. Gêné, Zhang admet qu'il a fait une grosse erreur. Mais grâce à Frère Lou, la boîte a évité une grosse perte. Shaman intervient en disant que même si Zhang a fait une erreur, il y a eu plus de peur que de mal. C'est alors que Yui se lève et dit « Maître Shonan n'a pas l'air dans son assiette ». Il pose une main sur l'épaule de Shonan, le fout sur une chaise et lui dit de s'asseoir 2 secondes. Yui ajoute qu'il est surtout curieux de savoir pourquoi tout le fric de la boîte est sur le compte de Shonan. Les employés crient en disant que maintenant ça explique pourquoi leurs bonus se sont volatilisés. Shonan essaie de mentir en prétendant qu'il n'a aucune idée d'où est passé l'argent et qu'il n'aurait même pas investi dans cette boîte si ce n'était pas pour la présidente Lin.
Mais Yui lui dit juste d'arrêter son baratin. Au pied du mur, Shonan admet qu'il se souvient maintenant que c'est Zhang qui a transféré l'argent de son compte parce qu'il en avait besoin. Il insiste sur le fait qu'ils n'ont qu'à parler à Zhang pour récupérer l'argent. Yui fait remarquer que c'est génial de voir son pote Shonan se repentir de ses erreurs et balancer les lâches, mais Shonan, bouillonnant de rage, marmonne qu'il veut buter ce foutu mec. Pendant ce temps, les employés chopent dès leur clavier. Yui leur dit qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Évidemment, le manager se fait défoncer et tout le monde crie que c'est pour ça qu'ils doivent toujours faire des heures sup. Notre gars reçoit alors un message de l'impératrice qui, comme d'hab, crève la dalle. C'est là qu'il se souvient qu'aujourd'hui, c'est le banquet de la famille Lin. La scène change et on se retrouve au manoir de la famille Lin où un homme nommé Lin Wei est en train de se préparer. C'est le frère qui avait précédemment tenté de tuer l'impératrice. Une domestique s'approche de lui, l'informant que les invités sont arrivés. Puis le protagoniste et l'impératrice débarquent. Yui commente que l'endroit en jette vraiment. Cependant, elle n'a pas l'air impressionnée et demande si la famille Lin n'est pas censée être plus importante que ça. Yui lui dit que si. La fête semble très luxueuse, mais elle rétorque qu'elle ne voit pas une seule canette de coca dans le coin. À ce moment, Wei s'approche de l'impératrice et dit que leur grand-mère s'inquiétait qu'elle ne vienne pas. Elle l'ignore complètement. Perplexe, Yui demande pourquoi elle ne parle pas et pourquoi elle est si distante avec son frère. Yui s'avance et explique qu'elle ne se sent pas très bien depuis l'accident de voiture. Wei demande qui il est. Le protagoniste se présente comme l'assistant de la présidente. Soudain, Wei lui propose un verre de vin et fait remarquer que les patrons de Pan Industries et Fishu Industries sont juste à côté. Il lui suggère d'aller les divertir. Sur ce, il s'en va. L'impératrice demande à Yui qui est ce type. Il explique qu'en théorie, c'est censé être son frère, mais qu'il n'en est pas tout à fait sûr. Ce qu'il sait, c'est que ce mec a moins de 30 ans et qu'il est déjà à la tête de la famille Lin. L'entreprise qu'elle possède n'est qu'une filiale des holdings de la famille. L'impératrice dit que l'endroit est chiant et qu'il y a une ambiance qu'elle n'aime pas. Elle regarde ensuite le verre de vin et commente qu'au moins il a l'air bon. Avant que Yui ne puisse l'arrêter, elle le boit d'un trait. Immédiatement, elle demande si c'était de l'alcool et pourquoi c'est si fort. Yui explique que les techniques de distillation modernes se sont beaucoup améliorées, donc l'alcool était bien plus fort. Elle a l'air un peu déçue, rêvant d'un coca. Yui remarque une blonde qui passe avec un plateau et lui demande s'il y a du coca dans le coin. Elle répond que non, car les VIP haut de gamme ne boivent que ce genre de cocktail. Les deux se marrent, se demandant quel genre de pecno voudrait du coca à un événement comme celui-ci. L'une d'elles dit de ne pas dire ça. C'est peut-être quelqu'un d'important s'il participe à cet événement. Mais l'autre répond que c'est impossible et que c'est sûrement juste un gamin que Mademoiselle Lin a ramené. Après tout, elle a déjà entendu des rumeurs selon lesquelles l'un Mei devrait épouser quelqu'un de la famille Pan lors de ce banquet. Maintenant, Yui comprend pourquoi l'impératrice a été invitée. Il remarque qu'entre-temps, on l'a appelée à une table. Un homme aux cheveux violets dit que plus une femme grimpe haut, moins elle a de valeur. Un autre homme assis en face de lui dit que c'est dur ce qu'il dit et lui suggère de boire à la place. Mais l'homme aux cheveux violets demande s'il a tort en disant qu'une femme devrait se concentrer sur le fait de rester belle et de trouver un bon mari. L'autre homme lui demande s'il a quelqu'un en tête. Il répond que ça ne l'intéresse pas trop après avoir vu la 12e femme de son père se barrer avec son fric. Cependant, il mentionne que son père est encore en forme, il n'a que 60 ans et qu'il est prêt à avoir d'autres enfants. Il dit à l'impératrice qu'il a toujours conseillé à son père que les femmes de basse classe n'en valent pas la peine. Mais quelqu'un comme elle, de la famille Lin, doit avoir un sang bon à quelque chose. Il pose une main sur son épaule et lui demande ce qu'elle pense de son offre. Pendant ce temps, Yui est inquiet car il sait que tout le monde à cet événement est influent dans la ville. Mais en voyant Lin en colère, il décide qu'il s'en fout. Il chope le bras de l'idiot et le lui tord. L'homme, paniqué, demande à Yui s'il sait qui il est et exige qu'on le lâche. Pendant que Lin se demande ce qu'il fabrique, Yui en profite pour choquer tout le monde. L'homme se dégage et demande qui est Yui et s'il a pété un câble. Notre gars se présente comme l'assistant de Mademoiselle Lin et dit qu'il rend service à l'homme. Mais le type pointe Yui du doigt et dit que s'il ne s'explique pas correctement, il aura de sérieux problèmes. Yui invente une histoire comme quoi il serait médecin et prétend que les nerfs du poignet de l'homme étaient endommagés. L'homme n'est pas si naïf cependant et demande si c'est comme ça que Yui compte s'en sortir. Il appelle son garde du corps et lui dit de s'occuper de ça. Il dit aussi à tout le monde de bien regarder ce qui arrive quand on cherche des noises à la famille Pan. Yui lui dit d'arrêter de blablater et de l'attaquer. Le garde du corps fonce sur lui, promettant à Yui qu'il regrettera bien assez tôt ses paroles. Mais Yui esquive facilement le premier coup. Il fait remarquer que bien que la technique de boxe de l'homme ne soit pas ouf, elle est suffisante pour s'occuper de quelqu'un comme ça. D'un coup de poing, en pleine face, l'homme s'écroule. Pendant ce temps, le type de la famille Pan dit que le garde du corps était un cultivateur de niveau 3.
Les gens à la table murmurent que quelqu'un d'aussi fort se ferait remarquer n'importe où dans la ville de Jang. Alors, qui est ce gamin au juste? Alors que tout le monde est sous le choc, Yui active le système et reçoit une médecine de rajeunissement. Puis un ancien de la famille Lin débarque et demande à Yui ce qui se passe. Yui explique la bagarre avec le garde du corps et l'ancien marmonne que Lin doit être en train de perdre la tête. Le type de la famille Pan demande si c'est comme ça qu'ils traitent de leurs invités. L'ancien, visiblement embarrassé, s'excuse et promet qu'ils vont gérer ça, mais le type de la famille Pan dit simplement d'oublier toute alliance par mariage. Bizarrement, l'impératrice dit à Yui qu'elle pense qu'il va tirer profit de tout ça. Yui, surpris, se demande si elle est au courant pour le système. Gêné, il dit qu'il a seulement fait ça parce qu'il n'aime pas les commentaires sexistes. Mais l'impératrice n'est pas dupe et dit qu'elle est certaine qu'il y a plus que ça, raclement de gorge. Soudain, l'ancien la pointe du doigt et exige une explication, l'accusant de manquer de respect à la famille. Il prétend qu'ils ne se sont jamais souciés de ses origines modestes, qu'ils l'ont élevé avec difficulté et lui ont tout donné. Alors, pourquoi les rembourse-t-elle de cette façon? Lin se tourne vers Yui et demande qui est cet homme. Yui répond qu'il n'en a aucune idée. C'est probablement juste un ancien au pif de la famille. L'homme continue de crier, disant que la famille est importante, mais qu'elle a été humiliée à cause d'elle, et qu'elle ferait mieux de s'excuser auprès du jeune maître de la famille Pan. Yui lui dit de rester calme et qu'il va s'en occuper, mais elle l'ignore et demande à l'oncle s'il se considère vraiment noble et élégant, parce que pour elle, ce ne sont que des gens sans vertu qui ne se soucient que des apparences. D'après la conversation qu'elle a surprise, elle avait déjà compris qu'il ne se souciait que d'une gloire superficielle et ne contribuait à rien de concret. Elle continue sa tirade, laissant l'oncle sans voix, mais elle lui demande si elle a dit quelque chose de faux. Elle ajoute que s'ils attendent ses excuses, ils peuvent y garder cette demande pour son enterrement. L'humiliation est tellement grande que le pauvre homme s'effondre, se cognant la tête sur le sol. L'oncle se relève et dit qu'elle a dû péter les plombs pour dire des choses pareilles. Mais elle déclare simplement que s'ils veulent bien l'excuser, elle s'en va. Cependant, l'oncle l'avertit que tout ce qui lui a été donné lui sera repris et qu'elle sera expulsée de la famille. À ce moment-là, un autre homme à proximité intervient, leur demandant d'attendre. Il se présente à Yui et lui demande s'il peut faire plus ample connaissance. S'approchant d'Yui, il dit qu'il a des compétences remarquables et veut savoir qui est son maître. Le protagoniste répond que le monde des arts martiaux est complexe et varié et que ce n'est pas le moment de s'étendre sur les détails de sa vie. Mais Yui intervient et dit aux invités qu'avoir le soutien d'un groupe d'arts martiaux comme le leur serait excellent. Il demande à Yui de s'expliquer, qui dit seulement que ce n'est pas qu'il ne veut pas. C'est juste que techniquement, il n'a jamais eu de maître officiel. Le mieux qu'il puisse dire, c'est qu'il reçoit quelques conseils de quelques personnalités. Lini calme tout le monde en disant qu'aujourd'hui n'est pas le moment de parler affaires. Il veut juste en savoir plus sur la relation entre Yui et Lin Mayok. Il explique que jusqu'à présent, il ne l'avait vue qu'avec une seule autre personne, mais la voir, accompagnée d'un si jeune homme talentueux, le rassure en tant que frère. Les hommes à proximité se moquent de Lin Wei, disant que tout à l'heure, il était prêt à la marier à n'importe qui, juste pour former des alliances. L'impératrice dit qu'elle en a marre de tous ces bavardages et qu'il est temps de partir. Ils sortent. Lo leur fait signe de partir, disant qu'il n'interférera pas plus. Soudain, une serveuse s'approche en disant que le téléphone de quelqu'un sonne. Mais Mihoa remarque quelque chose, pointe la serveuse du doigt et lui dit de s'approcher. Elle lui ordonne d'acheter 5 caisses de coca, pas seulement pour sa maison, mais pour toutes les résidences de la famille Lin. Son frère a l'air confus, essayant de comprendre ce qu'elle fait. Mo lui dit de demander à la serveuse pourquoi elle chuchotait sur le dos des invités. Yui se souvient que c'est la même serveuse qu'il avait traitée de pauvre plus tôt. Pour ne pas perdre les faveurs de sa sœur, Yui ordonne immédiatement à la serveuse d'aller chercher tout le coca, même si elle doit y aller à pied. Plus tard, ils sont à un stand de bouffe de rue et Yui commente qu'il n'y a rien de tel qu'un petit encas tard le soir. Tenant son coca, Mayok dit que ce serait encore meilleur s'il était frais. Yui lui propose une bière, disant que ça se marie parfaitement avec la nourriture d'ici. Elle demande ce que c'est et il explique que c'est une boisson alcoolisée avec différentes saveurs. Elle goûte et dit que c'est assez différent des boissons de son époque, mais un peu similaire au coca. Cependant, elle précise bien qu'elle n'échangerait jamais son coca contre ça. Le protagoniste se met à penser que boire à la même canette serait un baiser indirect et se précipite, disant qu'il va chercher une nouvelle paille. Pendant ce temps, elle ne remarque pas 2 hommes qui menacent une jeune femme à proximité. Ils lui disent qu'elle ne veut probablement pas que son copain découvre ça. Sa famille doit beaucoup d'argent, mais si elle vient avec eux, les dettes peuvent être effacées rapidement. L'impératrice observe en silence. La femme proteste, disant qu'elle ne veut pas. Mais un des hommes l'avertit qu'elle n'a plus le choix maintenant.
Un autre homme commence à la pousser en disant qu'il va faire vite, jusqu'à ce qu'il se prenne une bouteille en pleine bouche. Il tombe par terre et demande qui a fait ça. C'était l'impératrice qui lui demande s'il n'avait pas envie de boire un coup. Les hommes s'approchent en disant que cette salope est sacrément gonflée, tout en la regardant manger. L'un d'eux commente que boire un verre avec elle serait en fait un bon moment. 10 secondes plus tard, il s'enfuit en panique en appelant à l'aide. Tout le monde s'est fait démolir et le pauvre mec pleure que cette femme est un monstre, mais elle lui met le pied dessus et lui demande pourquoi il part si vite. Elle dit qu'elle allait juste presser tous ses méridiens et drainer son énergie, ou peut-être forcer son corps à accumuler de l'énergie interne jusqu'à ce qu'il explose. Le pauvre homme est en larmes, disant qu'il veut juste lui échapper. Lui s'approche et demande ce qu'ils ont fait pour la provoquer. Elle répond que ce n'était rien de grave, elle voulait juste lui donner une leçon. Pendant ce temps, la lycéenne les remercie de l'avoir sauvée des usuriers. Elle explique à Hui qu'elle se faisait menacer quand son ami est intervenu. Le patron du stand les interrompt, voulant savoir qui va payer pour les dégâts. Soudain, la police arrive. Alors qu'ils commencent à arrêter les hommes, ils accusent la femme d'avoir cassé les os de tout le monde. Hui sait que cela pourrait causer des problèmes et demande à la fille si elle peut témoigner de ce qu'elle vient de lui raconter. Mais elle se tire en disant que si elle le fait, sa famille aura des problèmes. L'impératrice répond que ce n'est pas un souci. Hui rétorque que c'est facile à dire pour elle, mais que tous les autres, ici, vont l'accuser d'être coupable. Alors que la police approche, elle explique que dans ce genre de situation, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dire la vérité. Mais Hui lui attrape le bras en disant que ça ne marchera pas cette fois, et il se casse en courant, hurlant que s'ils restent, ils seront dans un sacré pétrin. Pendant ce temps, le pauvre commerçant attend toujours que quelqu'un le paie. Plus tard, alors qu'il se repose sur un pont, Hui fait remarquer que c'est une bonne chose qu'il se soit entraîné à ces techniques. Sinon, il n'aurait jamais pu courir une telle distance. Il est convaincu qu'elle n'était pas la méchante de l'histoire, mais pense qu'elle doit être plus prudente. On a alors un aperçu du passé de l'impératrice. Yuve explique que dans son monde, les fausses accusations sont couramment utilisées pour ruiner les gens. Les rumeurs sont toujours un mélange de vérité et de mensonges. Comme elle n'aime pas s'expliquer et qu'elle ignore pas mal de choses sur le monde, elle finira toujours par avoir des ennuis. Au rythme où vont les choses, et avec les problèmes qu'elle cause, elle va devenir la grande méchante de ce monde. Elle répond simplement qu'elle s'en fiche et que ça ne l'intéresse pas vraiment. Hui déclare qu'à partir de maintenant, il surveillera chacun de ses mots et de ses gestes. Si nécessaire, il s'assurera qu'elle ne rencontre aucun problème. Soudain, l'impératrice se jette sur Hui et lui demande s'il veut l'accompagner dans le monde d'où elle vient. Tout rouge, Hui lui demande de quoi elle parle. Elle se rapproche, lui attrape le visage et révèle que le vrai nom de l'impératrice est Xing. Dans la scène suivante, ils entrent dans la maison d'Hui. Il remarque quelque chose de blond sur le canapé et se demande ce que c'est. Mais en s'approchant, il est choqué de trouver que son ami a laissé une poupée gonflable sur le canapé. Il lui dit d'attendre un instant pendant qu'il nettoie l'endroit. Plus tard, elle s'assoit et il l'interroge sur le fait de l'appeler King Ming. L'impératrice explique qu'à l'intérieur de son corps, il y a une autre âme connectée à la sienne. Donc, le corps de Lin Mo contient l'âme de l'impératrice, mais l'âme de l'impératrice est aussi liée à une autre. Apparemment, à ce moment-là, l'âme connectée a pris la place de King. Elle explique que c'est parce que Lin a bu de l'alcool que l'âme connectée a pu prendre le contrôle. Elle lui attrape le visage et dit que s'il peut aider Kim Yang, elle l'aimera pour toujours. Elle propose de lui transmettre tout son savoir. Contrairement à la sorcière naïve qu'est l'impératrice, elle prétend posséder une connaissance immense. Hui est toujours paumé, essayant de comprendre où cette folle veut en venir. Il lui demande comment il peut l'aider. Elle dit qu'elle a besoin d'aide pour retirer le seau sur son épaule. Lui attrapant le bras, elle lui dit qu'elle va lui apprendre la technique pour le retirer, ou du moins en atténuer les effets. Notre gars dit que c'est bon. Il va essayer de l'aider, mais qu'elle n'a pas à s'inquiéter de le rembourser de quelque manière que ce soit. Il demande si tout ce qu'il a à faire est de frapper le seau avec de l'énergie, et elle répond que oui. Au lieu de ça, il la frappe pour voir si elle va tomber dans les pommes, en marmonnant que cette histoire d'échange de corps part complètement en vrille. La scène change, et on voit la famille Lin frapper à la porte d'une maison. Une femme aux cheveux violets répond, disant qu'ils auraient dû recevoir le message que le maître ne se montrerait pas ce soir. Lin Hui la rassure en disant qu'ils ne lui prendront pas beaucoup de son temps, expliquant que maître Wang est arrivé en ville et qu'ils ont préparé un banquet. Cependant, ils ont remarqué qu'un autre ancien n'était pas venu et se sont inquiétés qu'il puisse avoir des problèmes de santé. La femme dit que le maître va bien et qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Elle lui claque la porte au nez, laissant Lin Wei frustré car il voulait juste livrer un message. Le groupe râle en disant que le vieil homme leur complique vraiment la vie. Lin Wei leur conseille de se calmer, leur rappelant que personne en ville ne peut s'opposer à maître Wan. Il s'en va, les exhortant à ne pas dégrader leur relation avec la famille Wang. La femme rentre dans la maison et dit au maître qu'elle a renvoyé les visiteurs.
Il la remercie, disant qu'il aurait pu les rencontrer mais qu'il préférait passer du temps avec sa petite fille. Cette petite fille, Shu, lui demande pourquoi il la traite comme ça. Son grand-père répond que c'est parce qu'elle n'arrêtait pas de parler de sa défaite contre un jeune homme qui s'était entraîné bien moins qu'elle. Elle s'excuse, mais insiste sur le fait qu'Hui est impressionnant, et que son grand-père comprendra quand il rencontrera le garçon. De retour chez Hui, l'impératrice fait remarquer qu'elle n'aurait jamais pensé vivre un jour comme celui-ci. Hui dit que c'est grâce à l'alcool moderne. Elle remarque un bleu sur son front et demande ce qui s'est passé. Il esquive la question en disant qu'elle a dû se cogner la tête quelque part accidentellement. Il lui tend quelque chose à boire, en plaisantant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait une si faible tolérance à l'alcool. Elle explique que c'est parce qu'elle a vécu peu de choses dans ce corps de mortel. Alors qu'elle s'apprête à boire, Hui l'interroge sur les deux personnalités et sur la personne nommée Kim Ying. L'impératrice recrache sa boisson et lui demande s'il a vraiment rencontré King Yi. Lui dit que oui et explique que la femme s'est présentée comme un esprit piégé dans son corps, cherchant de l'aide pour s'échapper. L'impératrice confirme que c'est vrai. King Ying est un esprit qu'elle a emprisonné dans un artefact pour continuer à le renforcer. Lui demande si elle est sérieuse et se demande comment quelqu'un peut voler l'esprit d'une autre personne. L'impératrice explique que cela implique d'écorcher la personne de son vivant, d'extraire le liquide céphalorachidien et d'utiliser une torture sans fin pour séparer l'âme du corps et la sceller dans un artefact. Elle demande alors à Hui s'il regrette d'avoir sauvé la mauvaise personne. Il se détend et dit que non, il a fait le bon choix. Au moins, en l'aidant, il sait ce qu'elle veut. Mais avec Kim Yang, il n'a aucune idée de ses intentions. L'impératrice dit qu'il a pris une sage décision car si Kim Yang s'était réveillée, elle l'aurait tué. Hui se demande de quoi elle parle et pourquoi il a l'impression qu'elle l'embobine. Maintenant, elle se plaint d'une douleur à l'épaule et Hui, toujours opportuniste, lui propose de lui faire un massage. Mais c'est alors que son ami Wu débarque, les voit tous les deux et accuse Hui d'avoir menti en disant qu'il travaillait tard alors qu'il était clairement à la maison. Hui remarque que Yue a ramené l'impératrice et dit immédiatement qu'il va les laisser pour qu'ils aient la maison pour eux tout seuls. Cependant, il attrape Hui avant de partir, lui demandant s'il est en train de faire des trucs d'adulte devant la poupée sur le canapé. Hui le repousse en lui disant d'arrêter de laisser traîner sa poupée gonflable partout. L'impératrice, pendant ce temps, mange calmement la nourriture que Wu a apportée. Wu demande si elle est vraiment la patronne de Hui. Quand Hui confirme, Wu se met à lui proposer des trucs avec enthousiasme. Il fouille Hui dans un tiroir et lui demande d'attendre un instant. Sortant un sac suspect, il dit qu'il contient des bonbons qu'il a achetés il y a 3 jours et qu'il veut les lui donner. Hui demande à Wu pourquoi il a caché les bonbons dans une chaussette sale. L'impératrice les regarde se disputer en se disant que cette scène lui semble étrangement familière. Modèle. Plus tard, Wu était à genoux en train de supplier Hui, disant qu'il voulait assister au show d'une célébrité très connue le lendemain. Le problème, c'est que les billets étaient tous vendus, mais Wu savait que Hui avait des contacts à la corporation Lin. Hui lui dit d'arrêter de suivre ses influenceuses, lui rappelant la dernière fois où il avait cramé sa carte de crédit. Mais Wu réplique que Hui ne comprendra jamais ce qu'est le grand amour. Il prétend la soutenir sans rien attendre en retour. Hui répond seulement qu'il connaît trop bien son pote. Wu lui montre alors une photo de l'artiste et Hui promet de ne pas s'inquiéter. Il va faire en sorte que Wu ait son billet. Quelque temps plus tard, l'impératrice est en train de calligraphier des talismans. Hui lui demande si elle est folle et elle explique nonchalamment qu'elle est allée au mont Longs et qu'elle aime bien faire ça. Mo lui en tend un et lui dit d'y injecter son énergie vitale, mais Hui, prudent, veut d'abord savoir à quoi ça sert. Elle explique que c'est un truc tout simple pour l'aider à accumuler plus d'énergie. Comme il est sur le point de passer un cap, ça pourrait être très utile. Il demande si les cieux le puniront s'il l'utilise, et elle répond qu'il est loin d'être assez important pour attirer ce genre d'attention. Elle se lève ensuite et dit qu'elle va aussi cultiver, car elle ne peut pas se permettre de perdre son temps. Hui pense que c'est l'occasion parfaite d'aller voir l'influenceuse avec son pote. Le lendemain, l'événement a lieu. C'est donc du boulot, le pigeon de service, qui a dégoté les billets pour Hui. Il les lui donne et s'en va en disant à Hui de bien s'amuser. Wu le remercie en l'appelant un vrai frère. Sur place, Hui demande en quoi consiste l'événement. Wu explique que c'est pour promouvoir l'agriculture urbaine pendant une journée, mais il ajoute vite que l'événement en lui-même, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur scène. La célébrité remercie tout le monde de la soutenir autant. Wu demande à Hui si ce n'est pas la chose la plus mignonne qu'il ait jamais vue. Hui est d'accord, mais ajoute qu'une femme ne devrait pas se reposer uniquement sur son apparence. La fille surprend la conversation et n'a pas l'air d'apprécier. Puis, un autre homme monte sur scène et elle dit qu'ils doivent soutenir tous les vendeurs et construire une ville meilleure ensemble. Elle enlève sa sandale et marche vers l'homme comme si elle préparait un sale coup, en disant que ceux qui n'écoutent pas les conseils méritent une punition. Wu
naturellement, se met à hurler qu'il veut être puni lui aussi. L'homme au sol semble apprécier et Yui remarque que quelque chose cloche. Soudain, l'homme lui mord le pied et la fille demande s'il n'est pas un acteur. Yui balance Wu en avant en disant qu'il va l'aider. L'homme continue de dévorer son pied jusqu'à ce que Wu lui fonce dessus en lui hurlant de dégager. Les deux hommes se fusillant du regard une seconde avant de se prendre tous les deux un coup de poing dans la gueule. La foule se précipite en avant en criant de ne pas toucher à Yan Yan. Mais Yan Yan ignore tout le monde et s'approche de Yui, le remerciant de son aide. Très émue, elle dit que sans lui, elle ne sait pas ce qui se serait passé. Wu, déjà sous le charme, murmure qu'il est difficile de résister à son charme. Cependant, les gens autour remarquent que quelqu'un d'autre lui tient la main et se rue vers eux en criant à Yui de la lâcher. Yui essaie d'expliquer que quelque chose ne va pas, mais il n'arrive pas non plus à la lâcher. Yan Yan lui demande s'il la trouve plus forte que prévu, tandis que Yui se demande pourquoi elle s'en prend à lui. Elle finit par lui lâcher la main et dit qu'elle est sûre qu'il peut gérer la situation, mais Yui ne veut pas se mêler à ce délire et il détale. Plus tard, il est dans une ruelle, crevé d'avoir fui ses tarés. C'est alors qu'un homme en costume apparaît, disant qu'il l'a enfin trouvé. Yui demande à l'homme d'être raisonnable, expliquant qu'il n'a rien fait de mal. C'est Yan Yan qui est folle, mais avant qu'il puisse finir, l'homme lui tranche la gorge. Yui demande qui il est, mais l'homme est plus intéressé par la façon dont Yui a esquivé l'attaque. Maintenant, il est convaincu que Yui est impliqué dans la mort du fils du vieil homme. Yui réalise que l'homme a la même énergie que ceux qui l'ont attaqué auparavant. Il fonce sur lui en utilisant un pas instantané pour passer dans son dos et lui décroche un coup de poing qu'il envoie valser contre le mur. Yui s'approche, une main dans la poche, et dit qu'il lui a laissé quelques côtes intactes parce qu'il a besoin de quelques informations. Soudain, Yui manque de se faire toucher par une orbe noire et est projeté en arrière. Un homme chauve apparaît et demande pourquoi Yui est si rapide. Deux autres débarquent derrière lui, disant qu'il vaut mieux les éliminer ensemble et se partager la récompense plus tard. Yui n'est pas sûr de pouvoir gérer 3 adversaires à la fois. Juste à ce moment, Wu débarque en disant qu'il l'a enfin trouvé et le remercie de l'avoir jeté sur Yan Yan. Mais ensuite, Wu remarque tous les hommes qui les entourent et demande s'il est arrivé au mauvais moment. L'homme chauve répond « Non, tu arrives au moment parfait ». Wu se fait presque écraser, hurlant à l'aide et demandant ce qui se passe. Yui réussit à toucher le chauve, mais il sait que les choses viennent de se compliquer car il doit maintenant protéger quelqu'un d'autre. Il dit à Wu de courir vers lui, mais 2 autres hommes apparaissent, déclarant que personne ne s'en sortira vivant. Soudain, un nuage de fumée remplit l'air. Dans la confusion, l'un des hommes met accidentellement un coup de genou à son allié. Il s'excuse et l'autre lui dit de faire gaffe. En regardant autour d'eux, ils ne voient plus où Yui et Wu sont passés. Yan Yan apparaît soudainement et sauve Yui. Un peu plus tard, ils sont tous épuisés et Yan Yan dit que cet endroit est assez sûr. Elle explique que ces hommes font partie de la Légion Marshall, mais qu'ils n'oseront pas les poursuivre ici. Wu, étalé par terre, marmonne qu'il n'arrive pas à croire qu'il a été sauvé by sa déesse. Lui se présente à Yan Yan et dit qu'il lui doit une faveur, mais elle lui demande simplement de ne parler de ça à personne car elle ne veut pas se faire de réputation. Wu, de nouveau sous le charme, se demande comment il a pu penser un seul instant qu'elle était un démon. Soudain, Yan Yan change d'expression et lui demande s'il peut l'entendre. Lui demande « Entendre quoi ?» Elle répond « Évidemment, le son des battements de ton cœur. » Elle explique qu'il vient d'être sauvé par une fille adorable, modeste et au grand cœur qui ne demande rien en retour. Tu dois sûrement te dire qu'elle est parfaite comme future femme. C'est pour ça que ton cœur s'emballe. À ce moment-là, Yui réalise que cette fille est complètement tarée. Plus tard au parc, Yui lui demande pourquoi, si elle est si douée, elle n'a pas riposté contre le type sur scène. Elle explique que c'est la politique de sa boîte. Elle doit paraître vulnérable et faible. C'est la seule façon d'être quelqu'un que tout le monde veut protéger. Yui se dit que son pauvre ami se fait toujours avoir. Il laisse tomber et pose une question sur la Légion des artistes martiaux. Yan est surprise qu'ils ne connaissent pas et explique que c'est un groupe d'assassins qui, bien sûr, utilise les arts martiaux. C'est une organisation clandestine bien connue, mais s'il veut en savoir plus, il devra assister à plus de ces événements. Elle lui propose une réduction s'il le fait. Elle dit même qu'elle lui fera 20% de réduction s'il se décide vite. Trop tard. Yui est déjà de retour en ville, réalisant qu'il doit devenir plus fort à cause de cette étrange légion. Il se souvient que Mo lui a dit qu'il aurait besoin d'un jade spirituel et décide de l'appeler. Elle lui dit d'aller dans une boutique de jade, d'injecter de l'énergie dans les pierres et qu'il saura comme ça laquelle est spirituelle. Avant qu'il ait pu dire un mot de plus, elle lui dit qu'elle doit retourner s'entraîner et lui raccroche au nez. Yui se souvient alors qu'il a gagné une récompense pour avoir défoncé les types dans la ruelle. Ça semble être une technique de pénétration, même s'il n'a pas la moindre idée de ce que ça signifie.
Pour tester ça, il l'utilise et mate une femme, réalisant que c'est une technique de pénétration visuelle qui lui permet de voir son squelette. Pas du tout impressionné, il se plaint que le système semble vouloir le transformer en orthopédiste. Plus tard, on se retrouve sur un marché d'antiquités. Des types matent Yui pendant qu'il injecte de l'énergie dans des pièces de jade, les purifiant par la même occasion. Le vendeur lui demande s'il n'est pas un peu fétichiste du jade, vu la façon dont il bave dessus. Yui demande combien ça coûte. Le vendeur vante son œil de connaisseur et dit que cette pièce de jade vaut 2 millions. Un peu mal à l'aise, Yui répond que le jade est encore plein d'impuretés et qu'il va donc aller voir ailleurs. En s'en allant, il marmonne que ce type est un plus grand voleur qu'un banquier. Soudain, Xiao aperçoit Yui et lui demande ce qu'il fait là. Il explique qu'il cherche une amulette de jade et elle lui répond que ça tombe bien, car eux aussi. Elle le présente à son grand-père en disant que c'est le mec dont elle lui a parlé l'autre jour. Yui salue le vieil homme qui se présente comme étant Wong. Wang mentionne que Xiao lui a aussi dit à quel point Yui était fort et comment il l'avait vaincu lors d'un combat. C'est pourquoi il aimerait inviter Yui à un duel. Mais Yui cherche tout de suite à refuser, prétextant que le vieil homme exagère. Wang s'excuse, disant qu'il s'est laissé emporter par sa curiosité. Zhao annonce qu'ils partent et dit qu'ils pourront s'affronter quand ils en auront l'occasion. Alors que Yui regarde le vieil homme s'éloigner, Wang essaie soudain de lui mettre un coup de poing. Mais Yui est sur ses gardes. Yui lui demande s'il n'est pas un peu trop vieux pour utiliser des sales coups pareils. Pendant que Xiao, paniqué, demande ce que fabrique son grand-père, Wang déchire sa chemise, ses muscles gonflant à vue d'œil, et déclare qu'il ne laissera personne lui voler l'admiration de sa petite fille. Il dit à Yui de se préparer car aujourd'hui, il va faire l'expérience de la force de la sagesse. Ils se mettent en garde un court instant avant que Wang ne déchaîne une pluie de coups de poing sur Yui. Je supplie son grand-père de se calmer en lui disant que ça n'en vaut pas la peine. Mais Yui rétorque que maintenant, il doit se battre pour son honneur. Wang complimente Yui pour sa technique, mais ajoute qu'il est encore loin de mériter l'admiration de Xiao. Xiao s'enfuit en courant, disant qu'elle va devoir trouver Sir Ling pour mettre fin à ce cirque. Wang bondit sur Yui en activant un point de feu. Yui réussit à le bloquer, mais il galère à trouver une ouverture pour une contre-attaque. C'est là qu'il se souvient de la technique de pénétration, alors que Wang se rapproche en lui demandant s'il a du mal à suivre. Yui combine la technique de pénétration avec un point céleste et envoie un coup en plein dans le mille sur le point faible de Wang. La combinaison des techniques marche mieux que ce que Yui avait imaginé, et le système le félicite, débloquant le point de pénétration. Yui fonce sur Wang en hurlant que c'est l'heure de la contre-attaque. Wang sourit d'un air suffisant, disant qu'ils vont régler ça en un seul coup. Yui remarque que le point faible de Wang est à l'épaule, mais malheureusement, Wang esquive. Wang se fout de sa gueule, lui demandant s'il est déjà à plat. Wang place un coup puissant dans l'estomac de Yui qui se met à cracher du sang avant de s'écrouler. Wang s'époussette les mains en disant que Yui a encore besoin de s'entraîner. Un peu plus tard, Yui se réveille, se demandant ce qui a bien pu se passer. Soudain, une silhouette habillée de façon étrange s'approche. C'est l'impératrice. Elle lui fait remarquer qu'elle n'aurait jamais cru qu'il aimait dormir dans la rue. Yui, tout penaud, se relève et lui demande ce qu'elle fait ici. Elle explique qu'elle a entendu dire que quelque chose était en cours de raffinage dans la fournaise et qu'elle voulait venir voir. Elle s'accroupit dangereusement près de Yui et commence à déboutonner sa chemise. Elle prétend qu'elle vérifie juste s'il a des blessures internes et conclut que tout va bien. En se relevant, elle lui conseille de retenir la leçon. On ne peut pas battre tous ses ennemis, c'est pour ça qu'il doit choisir ses batailles avec plus de sagesse. Lui tente d'expliquer qu'il n'avait pas le choix, puisque c'est le vieux qui l'a attaqué en premier. Il se rappelle avoir remarqué une blessure à l'épaule de Wang pendant le combat et avoir hésité à la viser. Cependant, il a décidé de le rater exprès, car blesser le vieil homme trop gravement aurait pu nuire à sa réputation. Il remarque qu'elle semble légèrement inquiète pour lui et lui demande si elle a peur de perdre son disciple. Elle lui répond de ne pas la toucher avec ses sales pattes. Pendant ce temps, Wang se demande où Yui a bien pu passer. Il admet que le gamin était plus fort qu'il ne le pensait, surtout son dernier coup de poing, qui lui a paru vraiment dangereux. Cependant, Wang est persuadé que ses propres compétences sont supérieures et qu'il a esquivé les attaques de Yui avec facilité. Du moins, c'est ce qu'il pensait, car en réalité, son épaule est complètement démolie. Soudain, Xiao débarque avec Sir Ling. Wang a l'air surpris et Ling demande où est le garçon. Puis la scène change et on se retrouve dans la cour de Maître Hang. À l'intérieur, un ancien s'occupe du grand-père. Xiao demande à Ling si Papy va s'en sortir, pendant que le docteur explique qu'il a stoppé le flux d'énergie et que ses jours ne sont plus en danger. Cependant, cette blessure à l'épaule est liée à une ancienne maladie. Le grand-père, tout charcuté, leur dit de ne pas s'en faire. Le vieux ne va pas y passer. Pendant ce temps, Ling remercie le grand costaud, qui dit qu'il doit y aller car quelqu'un d'autre l'attend déjà. Ah, j'avais zappé que la fille en rose avait des proportions un peu
Spécial, non? Bref, elle est là, en train de chialer à côté de son papy, tout inquiète. Mais lui, il lui dit d'arrêter son cinéma car il doit se préparer pour une partie classée. La meuf est un peu paumée, hein? Faut dire que le papy est le roi de la faille de l'invocateur. Lingren veut savoir si le combat dehors était sympa. Xiao ment, prétendant que c'était juste un petit entraînement pour que le vieux s'amuse un peu. Mais Ling, elle, s'énerve et s'est cramée. Elle balance que l'autre type est tombé dans les pommes pendant leur amusement. Le vieil homme lui dit de se calmer. Tout le monde sait déjà que c'est elle la patronne de la famille. Mais elle continue de râler, disant qu'elle se fait vieille et qu'elle n'est plus toute jeune. Le grand-père répond « Oh ma grande, tu vas bientôt avoir 30 ans. Ça fait un bail que tu n'es plus une jeunette. » Mais à ce moment-là, un type entre et annonce que les familles Lin et Ma sont là pour une visite. La femme était déjà persuadée que ces mecs préparent un sale coup et le vieil homme lui dit d'aller jeter un œil pour voir ce qu'ils veulent. Au cas où, dis-leur juste qu'il s'est blessé à la main et qu'il ne veut voir personne. Cependant, elle sait très bien que ces mecs ne vont pas gober ça, mais le vieux se détourne quand même. Alors qu'elle sort de la pièce, le type derrière elle l'informe que le jeune homme de la vidéo a été aperçu pour la dernière fois au marché de la pierre. Pendant ce temps, Xiao, elle aussi sur le point d'exploser d'une minute à l'autre, se dit qu'il est vraiment têtu. En plus, ce serait mieux pour ce garçon de faire profil bas et de ne pas trop attirer l'attention. Dehors, il y a des mecs qui discutent. Ils veulent en savoir si la situation de Maître Wong est grave. L'un d'eux râle que juste au moment où la collaboration allait marcher, le vieux leur fait un coup pareil. Le mec veut rejoindre la famille Lou, mais son pote lui dit que c'est encore trop tôt. Sans parler du fait que la manageuse était une meuf super relou et que la responsable était une gamine. Celui qui est derrière veut savoir maintenant que la famille Lou est sous pression à cause de Maître Wong, ce qui va se passer. Par contre, ce fameux Linui se dit que c'est l'occasion parfaite. Le vieux est sur le point de crever et bientôt quelqu'un va prendre sa place. Ce serait génial d'être aux côtés de cette personne. Cependant, le mec baraqué qui s'appelle Song Ayo dit qu'il a apporté des pilules pour le maître et il appelle son équipe en disant que ce serait bien pour eux de rendre visite au vieux Wang. Tout le monde est méfiant, tout le monde sait que ce type vient de la faction rivale. Et à ce moment-là, deux gardes apparaissent et disent que pour l'instant, personne ne peut entrer dans la cour du chef. Ayo s'énerve et dit aux gardes de dégager sur le champ. Forcément, une bagarre est sur le point d'éclater pendant que tout le monde regarde pour voir ce qu'il restera de la famille. Ayo s'avance en disant que s'ils refusent le remède qu'il a apporté, c'est qu'ils veulent voir le vieux mourir et ça, il ne le permettra pas. Il dit au groupe de le suivre et commence à balancer des coups de poing à tout le monde. C'est là que Lingren apparaît à la porte, une boule de feu à la main et la lance en direction des mecs. Ils sont impressionnés qu'elle se soit vraiment pointée et elle n'a pas l'air de vouloir se faire des amis. Elle veut savoir s'ils sont vraiment là pour foutre le bordel. Et Ayo est tout confus. Cette foutue nana n'était pas censée être aussi forte. Il se la joue tout mielleux. Mademoiselle Ling, c'est ça? Je venais juste dire que... Sauf qu'elle ignore complètement ce qu'il a à dire et trace sa route. Ling dit à tout le monde de partir parce que le maître va bien et ne veut pas de visite. Mais là, le grand costaud s'observe et le vieux à gauche demande ce qui est arrivé au vieux Wang. Ling invente qu'il a joué toute la nuit, qu'il a une tendinite et que c'est pour ça qu'il ne peut voir personne. Cependant, le mec de la famille Pain est certain que ça doit être quelque chose de bien plus grave. À ce moment-là, le type en costume bleu s'avance et dit que ce n'est pas grave. Il est juste là pour les informer d'un truc. Ling lui dit d'accoucher et il prévient que malheureusement, la famille Sten a quelques problèmes et que c'est pourquoi leur partenariat est annulé. Il leur demande de comprendre, tout en se disant qu'il est hors de question pour lui de rester collé à ce vieux qui est déjà à moitié mort. Ling répond juste que c'est pas grave et que tous ceux qui veulent se retirer sont libres de le faire. Évidemment, les faux culs commencent à dire « Oh, mes affaires ne vont pas très bien, vous savez, on ne pourra pas vous soutenir. » Ling se retourne et dit « Peu importe, elle n'a plus besoin de leur argent, et tout ce qu'ils veulent peut leur être rendu. » Cependant, au même moment, elle se demande à quoi pense le vieux. Mais au final, c'est évident que chacune de ces familles a ses propres intérêts, et en ce moment, ils ne sont pas alignés. Pendant ce temps, le vieux dit aussi à Xiao que ceux qui dépendent de sa famille montrent toujours leur vrai visage dans les moments difficiles. À l'avenir, elle saura en qui avoir confiance et qui ne pense qu'à sa propre gueule. Toute retournée, elle le complimente, voulant savoir si c'était son grand plan, tandis qu'il admet qu'il avait peur de Ling. Cependant, maintenant qu'il a vu comment la situation a évolué, il a un nouveau plan. Le problème, c'est que Ling sait que les motivations du vieux sont sincères et que ces enfoirés ne font que profiter de la situation. Ayo, pendant ce temps, est dans son coin, pensant que le patron a passé des décennies à collecter des infos et que maintenant il va enfin pouvoir tout tester. Soudain, il met la boule dans sa bouche et putain, on dirait qu'il a kiffé, il dit que la sensation était incroyable. À ce moment,
il a hâte de découvrir la vérité sur le boss loup quand, sorti de nulle part, le protagoniste apparaît avec la passe de l'ombre. Le système détecte déjà une crise, active la barrière, et le mec essaie de la projeter en arrière. Notre gars n'a aucune idée de ce qui se passe. Il vient de débarquer de nulle part, et l'autre type est au sol. Soudain, une voix dit qu'il est enfin arrivé, et tout le monde reconnaît la voix du maître. Ils savent que c'est la capacité de transmission d'énergie vitale. Pendant ce temps, Ling veut savoir si ça fait partie du plan du vieux. Shoes déjà en panique, elle appelle notre héros et lui dit d'entrer rapidement. Pendant ce temps, les mecs dehors se demandent pourquoi ce type se pointe encore là. La scène change, on passe à l'hôpital de la ville où quelqu'un ronfle. Le gamin blond informe que l'état de l'oncle s'améliorait, alors il s'en va. Luffy cependant, son père lui dit de rester sur place et que celui qui a fait ça au visage de sa fille le paiera très cher. À ce moment-là, le type en costume bleu apparaît en disant qu'Abio a envoyé un message pour dire que Shang Ping va bien. Et le plus étrange, c'est qu'il semble que toutes les familles témoignaient leur respect à un certain Lu Yui que personne ne connaît. Le père dit que ça n'a pas d'importance, il n'a jamais entendu parler de lui, tandis que le blond veut savoir pourquoi c'est encore lui et que c'est ce foutu gamin. Le patron lui dit d'expliquer qui est ce crétin. Pendant ce temps, Ling dit à notre héros d'entrer. Il entre tout sourire, leur disant d'attendre un peu parce qu'un de ses amis arrive. Le mec musclé, le pauvre, tombe au sol complètement défoncé, en disant que rien ne l'empêcherait de servir le patron loup. Cependant, je ne sais pas si c'est un piège ou une faveur, mais notre chère patronne arrive en écrasant la tête de l'imbécile sous son pied. Elle a l'air furax et dit à notre héros qu'il mérite une punition divine. Le protagoniste se met à courir comme Naruto et se tire. Tout gêné, il lui demande si elle n'était pas pressée. King Nyang, cependant, se tenait là à regarder autour d'elle pendant que Ling l'observe et réalise qu'elle ne peut pas sentir la présence de cette femme. En effet, l'existence de Lu Yui n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. Elle dit à tout le monde d'entrer maintenant que son ami est arrivé. Déjà dans la pièce, Xiao voit la nouvelle amie de notre héros et va l'accueillir en lui servant du thé. Même le patron est impressionné de voir à quel point cette fille est immense. La meuf était sur le point d'exploser. Vraiment. Le protagoniste demande alors comment se sent le vieux. Il a senti que quelque chose n'allait pas pendant le combat. Le vieux dit « Oui, je sais que le garçon s'est retenu pour ne pas me blesser, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais m'en remettre. » Gio se sent soulagé de savoir que la blessure n'était pas la faute du protagoniste. Ling cependant dit que ça n'a pas d'importance. Elle devrait arrêter de jouer l'innocente alors qu'elle fait des coups bas dans le dos de tout le monde. À ce moment, la patronne regarde une photo sur le mur et le vieux lui raconte que sa famille a une longue tradition martiale et un passé militaire. Tous ses ancêtres se sont battus pour défendre le pays et au fil du temps, la famille a gagné pas mal d'influence. Ling dit que c'est vrai et que c'est pour ça que les autres familles s'intéressent autant à lui, juste à cause de ce genre d'influence. Maintenant, le protagoniste comprend pourquoi ce vieil homme a fait tout ça. Et Ling pense que le fait que le vieil homme ait mis Shu en contact avec le garçon faisait aussi partie de son plan. Tout ça pour s'assurer qu'il n'était pas l'un des traîtres qui ne cherchait qu'à détruire la famille. Elle est persuadée que le vieil homme, tu vois, a monté un super plan d'échecs en 4D, mais évidemment, ça n'a aucun sens. Et le vieux dit à notre gars que tous ces types portent des masques, alors que c'est bien plus simple de négocier directement avec lui. Mais le protagoniste trouve tout ça très suspect, pendant que le maître pense déjà qu'il pourra bientôt contrôler ce jeune homme. Au final, le vieil homme y gagne et le garçon le remercie quand même. Cependant, Ling fait remarquer que pour elle, le protagoniste avait plutôt l'air d'être une cible. Shu ne comprend pas. Elle dit que c'est bien beau que le vieux ait eu beaucoup de pouvoir, mais ça, c'était il y a longtemps. Sa réputation est en train de s'effriter. Tout le monde quitte le navire et maintenant, il voulait se servir du protagoniste comme d'une sorte de bouclier. Lui et Ling sont là, un peu confuses, et notre héros se dit que peut-être, en fait, tout ça avait un peu de sens. Le protagoniste réalise que s'il servait de barrière face à l'autre famille, eh bien, il révélerait toutes les faiblesses de l'ennemi. Pendant que Shu, furieuse, demande à son grand-père s'il avait vraiment tout manigancé, le vieil homme est mort de trouille, pas vrai? Il veut savoir qui est cette femme qui a débarqué de nulle part. Elle est juste apparue et il a tout de suite senti qu'elle était gigantesque, ce qui est si le cas, et il se demande pourquoi il se fait contrôler par elle. Elle se contente de le foudroyer du regard et le vieil homme essaie de s'expliquer en disant qu'elle va trop loin. On dirait même que le vieil homme avait tout prévu. Là-dessus, il dit à notre gars que quoi qu'il veuille, il n'a qu'à demander qu'ils sont amis et Shu dit la même chose à notre gars, affirmant qu'elle lui garantira n'importe quel vœu. Le protagoniste s'arrête pour réfléchir et sait, bien sûr, que la famille Wang est une lignée d'artistes martiaux. Donc, s'il voulait emprunter quelques techniques dans n'importe quel domaine, ça lui suffirait amplement. Le vieil homme, cependant, l'avertit que les techniques importantes, comme le poing enflammé, ne peuvent pas être partagées.
Et même avec Chou qui pleure, il assure que celles-là ne peuvent être transmises à personne. Le protagoniste a dit que ça allait, même si ce n'était pas des techniques si précieuses, bien pour lui, c'était plus que bien. Mais là, Kimian fait une remarque sur des fleurs qu'elle a vues dans le jardin. Elle sait qu'on les utilise en cuisine, et le vieil homme confirme que oui, ce sont des fleurs rares qui sont cultivées une fois tous les 1000 ans. Les graines sont très précieuses, mais il peut les planter où il veut. Le protagoniste est un peu perdu pendant que le vieil homme fait son offre. Étrangement, l'impératrice accepte sur le champ et dit que c'est d'accord. Le protagoniste trouve ça bizarre parce que pourquoi elle se donne autant de mal juste pour une plante qui sert à cuisiner? Mais qu'est-ce qu'il peut y faire? La meuf a appuyé sur Z et elle ne lâche plus l'affaire, elle s'est barrée. Il fait au revoir de la main au vieil homme en disant qu'il s'en va. Ling critique le vieil homme en disant qu'il a tout planifié, et au moment où il pensait avoir gagné, il a perdu les techniques et aussi quelques graines. Chou, de son côté, dit que le vieil homme doit arrêter d'être si égoïste. Cependant, il répond qu'il doit être prudent. Il n'arrive pas à comprendre qui est cette femme. La scène change et on se retrouve chez le protagoniste où son pote du début est en train de mater le live de Zion-chan. Il croit que c'est le protagoniste qui arrive et lui lance « Eh ouais, tu peux payer le loyer ce mois-ci, mon pote ?» Sauf que en réalité, ce sont 4 types derrière lui qui l'attrapent immédiatement et mettent le gamin à genoux. Les mecs demandent si c'est lui le loser. Pendant ce temps, le pauvre grassouillet les prévient qu'il ferait de mieux de le lâcher maintenant, sinon il va devoir tous les défoncer. Le chef cependant ordonne juste d'embarquer ce gamin, pendant que le protagoniste est dans la forêt, en train de dire que dans cet endroit, il y a assez de plantes pour qu'elle puisse manger pendant 1 ou 2 années entières. Mais pourquoi elle veut ça à ce point ? La chef dit qu'il est trop naïf de croire qu'elle est vraiment là juste pour la nourriture et l'avertit que ces fleurs de caroubier, j'ai dû traduire parce que j'ai aucune idée de ce que c'est et je ne sais toujours pas, poussaient sur des troncs qui étaient essentiels pour créer des pilules d'énergie. Le protagoniste réalise donc que la coquine a parlé des fleurs mais qu'en fait, elle était là pour le tronc, ce qui veut dire, en gros, qu'elle a bien arnaqué le vieil homme. Le protagoniste dit qu'il a compris et demande si c'est un moyen pour elle de retrouver la force qu'elle avait autrefois. Cependant, elle révèle qu'elle est totalement incapable d'absorber de l'énergie dans son corps. À ce rythme, les chances étaient des minimes. Et c'est pourquoi cette pilule qu'elle raffine est en fait pour notre gars. Son plan est d'emmener notre gars dans ce royaume céleste, et tout ce qu'elle demande, c'est que lorsqu'il sera assez fort, il la ramène aussi dans son monde. Lui était complètement paumé, n'est-ce pas? Comment est-il censé la faire retourner dans son monde? Rien de tout ça n'a de sens. Mais il se reprend en disant que parfois, il oublie qu'elle n'est vraiment pas de ce monde. Elle, cependant, tend la main et demande comment l'histoire va se dérouler sans protagoniste. Le garçon, cependant, sait que si ces immortels existèrent vraiment, ils sont plus éloignés de lui que les humains ne le sont des gorilles. Il ne pense pas qu'il en sera capable. Mais elle l'avertit que ce qui existe au-dessus du royaume céleste ne sont que des rumeurs. Et même si la distance était énorme, elle lui faisait confiance, alors il devait lui faire confiance. Elle se rapproche. Le garçon est tout rouge pendant qu'elle dit qu'elle fera de son mieux pour l'aider. Quand il atteindra ce niveau, traverser le vide sera aussi facile qu'un mouvement de la main. Alors, notre protagoniste a tout de suite souri. Il a dit « C'est génial, alors allons-y ». Oh la vache, de profil comme ça, c'est cuisse de malade, hein? La scène change ensuite pour l'entreprise Forestry Media, où il y a une fille avec des petites boîtes cadeaux. Un type un peu enrobé dit que seul Wei pourrait s'arranger pour que autant de ginseng millénaires soient offerts gratuitement comme ça. Et un autre est sous le choc de voir qu'il y avait un équipement de VR là-bas, un tout nouveau modèle. Quelqu'un demande à Monsieur Lin ce que Wei a fait exactement pour mériter tout ça de la part de l'entreprise. Il répond qu'ils n'auront qu'à lui demander. Et juste à ce moment-là, notre gars arrive à la porte. Au moment où il l'ouvre, avant même de dire bonjour, le type enrobé veut déjà lui emprunter un casque de VR. Tout le monde est confus, ce qui lui rapporte une tonne de points de stupéfaction de la part de tout le monde. La secrétaire, qui s'emballe complètement, informe déjà Wei que plusieurs entreprises en sont venues lui offrir des cadeaux. Le type à la tête d'ampoule dit « Waouh, Wei, t'es le meilleur, garde pas tes secrets pour nous ». Pendant que le chaman à la noix est en arrière-plan en train de dire « Cet enfoiré de Wei, il attire encore l'attention. Pauvre protagoniste, il ne fait que vivre sa vie. » Et c'est ce mec qui se prend les dégâts collatéraux. Le protagoniste s'arrête pour réfléchir et il est certain que ça doit être le vieil homme de la famille Wang. Puis il dit à tout le monde de prendre des cadeaux et d'aller remercier les patrons au boulot. Tout le monde se tourne vers Kyang-Yang et Lin et les remercie, en leur disant qu'ils sont géniaux. Sean se détend en se disant qu'au final, cet idiot n'est qu'un employé parmi d'autres. Il n'y a que lui qui peut appeler Shoshi et Kiki. Cependant, pendant que le blondinet se la pète, le frère de Shiokian débarque et dit que notre gars doit arrêter d'être si timide. Plusieurs personnes de la famille veulent déjà les caser ensemble. Là, le blondinet est paumé. Comment ça, les caser ensemble ?
Et puis le frère annonce aussi qu'Huic est maintenant le directeur et le plus grand actionnaire de l'entreprise. Tout le monde est un peu perdu. Mais en même temps, il félicite le protagoniste, Eileen, et dit que c'était le souhait des aînés, et que maintenant, ils n'ont même plus besoin de faire de chichi entre eux. Le protagoniste, en regardant la patronne, se dit que personne n'a même remarqué qu'elle n'est plus la même personne, et le système lui donne quelques points de plus pour avoir laissé tout le monde au boulot sous le choc. Puis, la grande meuf leur dit de partir, mais le protagoniste lui demande d'attendre, il veut savoir où elle va. Elle dit juste que rester ici, c'est comme être à côté d'un tas de mouches et leur bourdonnement est agaçant. Apparemment, elle a appelé les mecs par leur nom et ils disent qu'elle est vraiment beaucoup plus douce ces derniers temps. La vache, elle a humilié tout le monde. Pendant ce temps, Shaman pète un câble en voulant savoir pourquoi tout le monde traite Iggy comme ça. Dans la pièce, le protagoniste demande ce dont elle a besoin d'autre pour faire la soi-disant alchimie, qu'il irait tout chercher. Cependant, la grande meuf dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter autant. Le plus important, c'est la coquille. Alors ils vont se concentrer sur le déjeuner. À ce moment-là, son téléphone sonne et à l'autre bout du fil, quelqu'un hurle à l'aide en disant qu'ils ont été kidnappés et qu'ils sont dans un bar appelé le Dark Moon. Ah, c'est le gros de l'appartement et le protagoniste dit « Hors de question que j'y aille ». Qu'il se démerde ce gros, il veut juste me piquer mon fric. Cependant, l'ami lui propose un CD exclusif du fan club pour convaincre le protagoniste. Notre gars est certain que son ami n'offrirait jamais un truc pareil, du coup, il est coincé. Pendant ce temps, le crétin de Blondinet ne fait qu'écouter, en disant que c'est ce qui arrive à ceux qui offensent à la famille Lou. La scène change pour le bar Dark Moon et les Bad Bunnies sont toutes excitées. À genoux, les gros souffrants le martyrent. Waouh, le pauvre mec, il déguste. Peut-être que j'ai parlé un peu trop vite. Quand le dessinateur n'a plus d'idées, il ne dessine pas les vêtements, il peint juste le corps à la place. Elle ordonne au gros de lever la tête, et dès qu'il le fait, elle utilise un pouvoir étrange qui semble jouer avec les souvenirs. Elle lui demande s'il se souvient de quelque chose, et il répond que non, parce qu'il est tombé dans les pommes quand il a été kidnappé. Elle lui dit alors de tout raconter sur une certaine personne sans révéler son identité. Le mec commence à raconter qu'ils sont proches, qu'ils se connaissent depuis 1 mois, quand soudain, une bunny ouvre la porte et dit à la patronne que lui est arrivé. Elle leur dit alors de le faire patienter un peu, le temps qu'elle finisse de lui soutirer les informations. À la ferme de nuit, le protagoniste entre et les bunnies sautillent partout. Même King Niang trouve que les tenues sont osées, mais c'est pas pour rien, mon guerrier, t'es à un autre niveau. La première bunny de ce territoire sauvage s'approche de notre gars, une race d'animal très curieuse. Elle se cramponne à notre gars, montrant clairement qu'elle a peur. Cependant, notre gars dit qu'il n'est pas d'humeur pour Zootopie aujourd'hui, et il tire brusquement le bras de la furie. Oh, c'est quoi ça? Il l'a jeté par terre et lui a même dit de lui expliquer où se trouve le soi-disant dieu de la richesse qui règne ici. Et elle répond que c'est pas grave, vu qu'elle ne peut pas le frapper comme ça. Elle le frappera d'une autre manière, et les gros bras arrivent. Bon, protagoniste, il aurait mieux valu prendre un haricot magique avant. Waouh! Voilà qu'un petit bonhomme vert se téléporte. Il balance un coup de poing et le protagoniste disparaît. Waouh! C'est quoi ce délire encore? Il en a déjà frappé un, il s'est téléporté, le ventre en avant, pour mettre un autre coup de poing en pleine face du chauve. Les mecs sont tous en vrac pendant que le protagoniste active son nouveau coup de poing perçant et envoie tout le monde valser. Le gros bras est là, tout paumé, en se disant que ça n'a aucun sens, mais en une seconde, notre gars a déjà sa main sur son visage et bam, il s'écrase au sol. Ils ont failli écraser les bijoux de famille de notre gars. C'est quoi ça? Dégage de là, le chauve, le vieux. Notre protagoniste trouve ça bizarre. Pourquoi la Légion Marshall le traque-t-elle? Et Wu-Wei demande à ce salaud de l'aider pendant que le chauve dit au salaud de la fermer. C'est ça. Le mec a dit que c'était bon, mais qu'il allait rester planté là-bas dans son coin. Crâne, elle en a rien à faire de toi, mec. Elle sirote son verre de vin, tranquille. Et voilà que l'idiot se lance, hein? Il veut se faire défoncer par une meuf canon, je le blâme pas. Il essaye. Elle lui bloque le bras. Un regard de tueuse, et c'est clair qu'elle va le lui péter. Et bam! L'imbécile est envoyé valser. Le chef de la Légion est complètement paumé pendant que lui sourit et dit qu'il ne devrait pas la chercher. À ce moment-là, King Niang s'approche et dit que comme c'était une mission de sauvetage, il devait faire vite. Au même moment, les mecs réalisent qu'ils ne sont pas encore prêts, tandis que la furie leur demande de montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Mais soudain, elle sent un truc bizarre et tombe à genoux, affaiblie. Quelqu'un prévient alors par la radio que les effets de la poudre ne devraient pas durer longtemps. En entendant ça, le protagoniste réalise qu'il y a quelque chose dans l'air et le chauve dit que maintenant qu'ils sont HS, c'est facile de les achever tous les deux. Cependant, la furie le tire sur ses genoux et elle « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Eh ma belle, détends-toi, je gère !» Reste juste là-haut. Il l'a soulevée du sol et l'a posée en hauteur, il a chargé. Coup de poing. Cependant, le chauve semble se téléporter.
Quand le mec en t-shirt rouge apparaît à côté du protagoniste, il déchaîne une rafale de coups de poing qui ressemble plus à un ouragan de balles. Cependant, le type utilise la technique de kill avec une autre. Regarde, ils tournent autour de notre gars. Personne ne sait d'où ils viennent. Quand soudain, les deux arrivent de chaque côté. Le mec essaye d'attaquer à nouveau avec un gros coup de poing en pleine tête de notre gars, mais maintenant, il lève son bouclier et même l'épée du mec ne passe pas. Waouh! Et les mecs ont pris des dégâts collatéraux. Ok, les deux sont allés au tapis. Le type est sous le choc. Il veut savoir comment leur force physique a pu être détruite comme ça. Pendant ce temps, Wee dit que malgré tout leur petit spectacle, il a toujours l'avantage. La meuf sous vide, une vue magnifique, commence à s'énerver en voyant la soi-disant barrière de la cloche dorée. Et le protagoniste leur dit de lui rendre leur ami rapidement ou ça va barder. Mais soudain, il a un flashback et tombe par terre. Waouh, modèle. La main va à l'essentiel, le balance sur ses genoux et dit « On se casse d'ici ». Madame, le dessin était un flashback, mais au final, c'était un fumigène. Ce n'est pas un manque de talent de la part de l'artiste. C'est en fait la technique de l'ennemi. Il m'a même berné. C'est incroyable. La fille qui s'est fait agresser est là, voulant s'échapper au milieu du chaos, tandis que le protagoniste tient le gros lot en se disant que c'est un piège. King Yang dit « Enfoiré. Lâche-moi et enlève ta main de là ». Le protagoniste la serre encore un peu plus. Alors, à partir de là, tu te dis « Quoi ? Ah, d'accord alors. Désolé, lâche-moi, Dan ». Elle dit alors que cet endroit sent le baume et la casse, qui sont efficaces contre les serpents, et qu'elle a une certaine technique du cœur du serpent. C'est pour ça que ça a marché. Le protagoniste réalise que la personne derrière tout ça semble savoir exactement qui elle est. En l'occurrence, une réincarnée. Et elle dit que tout est très étrange et qu'il vaut mieux interroger rapidement les gens à l'intérieur. Pendant ce temps, ils interrogent Taïyo et demandent ce que la famille Lou et la Légion martiale préparent. Le mec dit juste qu'il n'en a aucune idée à propos de la Légion, mais que la cible de la famille Lou, c'est la femme. Le type demande pourquoi. Il répond qu'il chasse l'impératrice. Il y a un mois, ils ont reçu la mission de la liquider et c'est tout. Ah, le protagoniste s'en souvient, n'est-ce pas? Il y a un mois, c'est quand elle a pris ce Hadoken dans la voiture. À ce moment-là, il réalise que la cible était en fait Lin-Mei, la personne originelle de ce monde, et il veut savoir qui est le client. Mais Abio s'apprête à dire qu'il n'en sait rien quand, tiens, prends cette mandale dans l'estomac. Pendant ce temps, le protagoniste pivote sur lui-même et annonce qu'il va enquêter sur la famille Lou, pendant que l'autre, abruti par terre, est en train de crier à l'aide. Dehors, les deux se sont déjà barrés en se disant que cette famille Lou est super connue. Ils risquent de vouloir se venger. J'allais justement faire la remarque que le pote n'a pas encore été sauvé. Mais matez-moi ce pauvre mec qui supplie qu'on l'aide en mode « On m'a pas encore sauvé ». Pendant ce temps, la serveuse prévient Shonen que la personne qui l'attendait est arrivée. Sauf que le blondinet dit que la seule personne qu'il veut voir pour l'instant, c'est Haoke. C'est à ce moment-là que notre protagoniste débarque complètement amoché en l'appelant. Il fait semblant d'être à l'article de la mort et dit « Mon pote, la Légion Marshall est venue pour me buter. Il ne me reste plus beaucoup de temps. » Sean s'approche. « T'es sûr de toi? Tu te fous pas de moi, j'espère. Tu vas vraiment mourir, c'est ça? Parce qu'il faudrait bien qu'un de mes plans fonctionne pour une fois. Bordel, t'as intérêt à y passer aujourd'hui. » Lui l'ignore et se contente de dire « La famille Lou et la Légion Marshall se sont alliés. Tu es le seul qui reste pour la protéger, elle, chamane. » À cet instant, le petit blond, tout effrayé, lâche « Quoi? La famille Lou veut s'en prendre à Shio. Ces enfoirés, ils vont tous mourir. » Direct, il appelle les deux gardes paumés, dont je ne sais même pas ce qu'ils foutent là, et leur dit d'unir leurs forces pour régler cette affaire. Il dit aussi à notre gars de garder son énergie en attendant l'ambulance, histoire de pouvoir frimer devant Shioi en mode « c'est lui le sauveur ». Sauf que la meuf était juste à côté, hein, et elle commente qu'elle ne l'imaginait pas comme ça avec les autres. Pendant ce temps, on voit que Guonan, au moment où il allait se barrer, s'est fait choper par une fille un peu enrobée qui l'a tiré dans une chambre. Il lui demande comment va sa guérison, et elle s'assoit sur ses genoux en disant qu'elle ne se sent pas bien, que sa venue lui fait chaud au cœur. En même temps, il sort une liste avec les noms des personnes sur lesquelles il enquête. Il se précipite tout excité pour la prendre, mais elle la lui arrache des mains et lui dit qu'il va devoir l'appeler Ma Jolie. Cette fille un peu rondelette, comme on dit, c'est un investissement en bitcoin. Tu la mets à la salle de sport et l'évolution va être fulgurante. Il y a de bonnes chances qu'elle te quitte après ça? Oui, mais bon, c'est pas grave. Tu seras tout seul une fois qu'elle sera devenue canon. Shonin est là, disant qu'il l'appellera Ma Chérie, et elle l'écrase immédiatement. Après s'être prise une sacrée rouste, il n'en pouvait plus. Le pauvre gars sort de l'hôtel, l'air complètement épuisé, quand notre protagoniste l'attendait sur le côté. Il l'attrape dans une ruelle, lui enfonce une petite bille dans la bouche et lui dit que ça va l'aider à se revitaliser. Shonan, tout paniqué, veut savoir ce que ce malade fout là alors qu'il est censé être à l'hôpital.
Ce à quoi il répond que la médecine moderne est incroyable. Il a récupéré très rapidement. Shonan, furieux, dit qu'il s'est fait arnaquer et réclame le remboursement de l'ambulance. Mais le protagoniste, lui, veut savoir s'il a découvert qui était derrière toute cette histoire. Le blondinet essaie de noyer le poisson en disant « Non, j'ai aucune information ». Mais le protagoniste connaît son homme et le plaque au sol en lui disant de tout balancer immédiatement. Et il commence à le fouiller et trouve un truc avec des infos dans son pantalon. Ah non, en fait, il avait planqué un micro sur ce type au moment où il partait. Et là, il entend que la fille en bitcoin a découvert que la personne derrière toute cette histoire était le frère de Mayok. Autrement dit, le protagoniste est sous le choc de découvrir que c'était ce salaud de Lin W. Wow, on frôle le plot twist, non? Le mec qui faisait le gentil alors que ça a toujours été une pourriture. Franchement, j'ai merdé, je me suis fait avoir. Cependant, Shaman retient notre héros en lui disant que les choses ne sont pas si simples. Notre gars, lui, rétorque que ce ne sont pas ses oignons. Mais le blondinet lui dit qu'il ne peut pas faire comme s'il n'était au courant de rien. Pourtant, le protagoniste l'ignore royalement et se tire en vitesse. Pendant que Shonen est en train de taper dans le mur en se disant qu'un jour, lui aussi s'inclinera devant lui. De retour au bureau, le protagoniste est en chasse d'informations. Il découvre que Lin Wang a causé d'énormes pertes à l'entreprise et que c'est pour ça qu'il veut se débarrasser de sa sœur pour l'utiliser comme bouc émissaire. C'est à ce moment-là qu'elle entre en demandant pourquoi il ne l'a pas juste appelée pour la prévenir. Elle arrive toute rouge, voulant savoir ce qu'un simple mortel pouvait bien manigancer. Le protagoniste trouve ça un peu étrange et lui demande pourquoi son visage est si rouge. À ce moment-là, elle pose sa main sur son front et dit qu'elle a une solution parfaite. Immédiatement, le protagoniste remarque son œil étrange en forme de cœur. Elle avait été envahie par l'autre personnalité. La marque de Suzuki apparaît même sur son épaule. Le protagoniste en est certain. Cependant, la furie ne s'arrête pas là et s'installe dans le fauteuil. La position est comme pour l'enchaîner. Et la meuf bizarre ajoute que la dernière fois qu'elle l'a testé, il était soudainement plus gentil. Maintenant, il devient si menaçant, pour ne pas dire autre chose, n'est-ce pas? Elle dit ça d'un air de défi. Il est perdu. Il veut savoir ce que c'est que cette histoire de test. Et la version féroce lui explique qu'elle est une arme spirituelle distincte du corps. En gros, un autre esprit. Et c'est la sorcière elle-même, Myoke, qui l'a sauvée. Dans un flashback, on voit Myoke avec des airs d'impératrice, vous voyez, en train d'observer un artefact rare. Waouh! Mais elle l'a simplement cassé en disant que ça ne l'intéressait pas. Au moment où elle a brisé l'âme du chien, celle-ci n'avait plus nulle part où aller, n'est-ce pas? Et elle a cherché un corps pour lui servir de réceptacle. La furie s'est assise, a ouvert des coquillages et a commencé cette immense cultivation. Elle a absorbé en même temps toute la rancœur que cette âme portait en elle. L'esprit maléfique a tenté de la dominer et lui a dit que si elle n'arrivait pas à le supporter, elle n'avait qu'à abandonner et se rendre. Mais bien sûr, elle a survécu et a finalement réussi à l'utiliser comme une arme. Le protagoniste demande si héberger une âme signifie aussi héberger ses émotions, qui, cependant, l'ignore complètement et l'attrape en disant qu'il devrait aller ailleurs. Ensuite, elle lui montre des ingrédients et explique qu'ils servent à fabriquer la fameuse pilule de pureté qui va l'aider. Le protagoniste répond qu'il n'a pas la moindre idée de comment faire ça, mais elle lui prend la main et lui dit « c'est super facile ». Le protagoniste demande « mais qu'est-ce que tu fous ?» Et là, sa grande main sort un chaudron d'alchimie de nulle part, qui lui tend le chaudron et explique qu'avec ça, il peut fabriquer les pilules tout seul. Sur le champ, elle leur dit de commencer le processus, et quelque temps après, le protagoniste se demande si ce sera vraiment si simple. Cependant, la version féroce, tout essoufflée, dit qu'une seule pilule ne suffira pas. Il lui demande si elle est épuisée, et elle répond que ça va, qu'elle est juste un peu fatiguée. Mais voilà qu'elle prépare un de ses coups, sorti de nulle part, alors qu'elle était assise. Elle trébuche dans sa direction en appelant à l'aide. Mais le protagoniste s'en fiche royalement, il la pose simplement sur le canapé et consomme la pilule. À cet instant, il est enveloppé d'une étrange fumée dorée et se rend compte qu'il approche le niveau d'un grand maître. Avec ça, il allait enfin pouvoir régler son compte à Lewy. On passe justement à Lewy, en train de s'embrouiller avec son oncle à propos de cet investissement de merde qu'il désapprouve. Il dit à son oncle qu'investir dans les arts martiaux est vital pour qu'il ne coule pas. Cependant, l'oncle lui dit de la fermer et le prévient que c'est toujours lui le chef de la famille. À ce moment-là, une secrétaire arrive et dit qu'elle lui a apporté du thé pour se calmer. Il la remercie, prend le plateau, mais y verse un truc louche sans que l'oncle ne le remarque. Il le tend à son oncle et lui demande de bien vouloir reconsidérer les investissements. Et sur ce, il quitte la pièce, se disant évidemment que ce putain de lâche ne pense qu'à protéger le peu qu'il possède. Quand cet enfoiré crèvera, il ramènera enfin la famille Lin à sa gloire. De retour dans la pièce, Shonan était là pour lui parler. Il lui dit alors qu'il veut faire équipe avec lui pour défoncer lui.
Cependant, Lin continue de faire semblant, disant qu'il kiffe bien le gamin, alors pourquoi voudrait-il s'en prendre à lui? Mais Shonan répond simplement qu'il est au courant de tout. Il pourrait s'y faire équipe pour se débarrasser de ce gamin au plus vite. On retourne à Zootopie, non? Avec les lapins super motivés à l'idée de bosser toute la journée. Pendant ce temps, un mec ouvre la porte et annonce que Hui a envahi les lieux. Le sbire lui dit de le laisser entrer, tout en complimentant Shonan, disant que ce plan est vraiment parfait et on va voir s'il est si parfait que ça parce que le protagoniste débarque en défonçant la porte. Il se retrouve immédiatement nez à nez avec le lapin et deux types qui foncent sur lui. À ce moment-là, Shonan dit que l'idiot est foutu et prévient qu'ils peuvent s'échapper par un passage secret. Le type essaye de tirer, mais son flingue ressemble plus à un pistolet nerf. Le protagoniste désarme les deux en une seconde, un truc de ouf. Et à ce moment-là, Shonan frappe Lin dans le dos, nous surprenant tous. Lin se tord de douleur, lui demandant s'il est devenu complètement taré. Pendant qu'il attrape quelque chose, il dit qu'il ne peut pas blairer Louis, mais qu'il ne peut pas non plus pardonner à un enfoiré comme lui qui veut faire du mal à Mayok. On voit le moment où il a frappé le mur en disant qu'il tuerait Hui, et notre protagoniste lui a dit de simplement dire ce qu'il voulait et de demander de l'aide. C'est à ce moment-là qu'ils ont élaboré leur plan. Maintenant, Shonan éclate la gueule de Lin, en disant que cet enfoiré mérite une bonne raclée, un truc de malade, mais la meuf sous vide débarque de nulle part, un couteau à la main. Elle a tenté de lancer une belle attaque sur notre gars, qui a esquivé. Ouah, mais elle se fait immobiliser. Putain, je la croyais plus balèze que ça. Notre protagoniste est un monstre immobilisé. Mais c'est quoi cette position, mec? T'es en train de lui faire des chatouilles ou quoi? Elle veut savoir qui il est, comment il connaît l'impératrice, mais le protagoniste la prévient juste qu'il va devoir voir qui se cache derrière ce masque. En le retirant, il se souvient qu'il a déjà vu cette femme. C'était celle qui avait balancé la bombe fumigène à l'époque. La meuf sous vide, cependant, commence à trouver la position gênante et veut savoir combien de temps il va la maintenir comme ça. Le protagoniste se rend compte que ce combat a été différent de ce qu'il imaginait et la laisse partir en s'excusant. Mais il est con, parce que dès qu'il l'a lâchée, elle a tenté de lui mettre un coup de pied retourné. Sauf qu'au final, elle s'est encore fait avoir et s'est retrouvée dans une position encore pire. Pendant que le protagoniste maîtrisait la meuf sous vide, cet abruti de Shonan était en train de dominer le gamin. Mais il est tellement stupide que le gamin a réussi à le frapper sur le côté, à lever le bras et à lui en coller une dans la tête. Ouah! Mais Lin Wei était en sale état en se relevant, disant qu'il devait fuir vers la zone est. Se souvenant que la meuf sous vide veut s'échapper, notre protagoniste ne va pas laisser faire. Elle s'arrête alors et lui dit qu'il est trop curieux et qu'elle va lui donner une récompense pour sa victoire. Et sortie de nulle part, elle dit qu'elle va lui raconter une histoire. C'était une danseuse à l'épée qui se produisait au clair de lune. Une jeune femme d'une famille noble qui voulait s'enfuir avec son bien-aimé. Cependant, après leur fuite, les choses ne se sont pas passées comme prévu et un autre homme l'attendait. Apparemment, son mari a été tué et elle a été capturée. L'acheteur était un sinistre faussaire qui l'a gardée emprisonnée pour être sa danseuse du clair de lune. Elle a alors été forcée de devenir une épée maléfique pleine de haine et s'est mise à poignarder tout le monde jusqu'au jour où Lee Mayok est apparu, a marché sur son épée gigantesque et lui a dit de se tenir tranquille, de ne plus tuer personne. Le protagoniste a capté, pas vrai? Donc, elle était l'âme d'une épée. Et la rappeuse dit que oui, et qu'elle raconte tout ça uniquement parce que le roi Niang semble lui faire confiance. Soudain, elle s'accroche à notre gars et lui demande si elle peut partager ce corps plein de vitalité. C'est au tour de notre gars de reculer en se demandant « c'est quoi ce délire ?» Cependant, elle dit qu'il serait parfait pour briser une connexion. Le protagoniste, lui, s'apprête à dire qu'il pense qu'elle ne supportera pas cette connexion au sens plus spirituel du terme quand soudain, des mecs style samouraï débarquent. Mais là-dessus, la rappeuse se met devant et dit que cette personne ne peut pas encore mourir. Même comme ça, Lin ordonne qu'ils meurent d'un tous les deux. Alors là, elle dit que c'est d'accord et prévient qu'elle va révéler son pouvoir. Soudain, l'épée commence à sortir du milieu de sa poitrine pendant que le protagoniste active le coup de poing de lumière perçante et l'envoie sur tout le monde. Cependant, il est surpris. Le coup qui d'habitude achève tout le monde n'a eu aucun effet cette fois et Lin Wei, épuisé, prévient que les Ronin là-bas sont au minimum du niveau d'1 mètre. Les engager a coûté une blinde mais maintenant cet enfoiré allait enfin mourir. Cependant, l'épée de la rappeuse arrive en volant devant les mecs qui semblent piégés dans une aura étrange. Le type à côté lui dit d'attaquer mais il a déjà l'épée en main. Le mec insiste mais évidemment, il se fait trancher. À cet instant, elle avait pris le contrôle de son corps et a commencé à massacrer tout le monde. Le truc de ouf, c'est que la rappeuse est là en train de tout contrôler. Je pensais qu'elle était du côté de notre protagoniste, mais soudain, elle vient l'attaquer et il est sous le choc, surtout qu'elle vient de battre un paquet de mètres. Là-dessus, il envoie une rafale de coups de poing sur l'enfoiré possédé.
Cependant, l'enfoiré se protège avec l'épée, mais le protagoniste, d'une seconde à l'autre, utilise le pas de l'ombre et apparaît derrière lui. Mais même comme ça, le type se retourne à temps et lui frappe les côtes avec le pommeau de l'épée. Mentalement, elle dit au garçon qu'il n'a aucune issue et lui donne deux options. Soit il l'aidait à se débarrasser de la malédiction du roi Miang, soit il serait transformé en cadavre. Elle s'approche pour porter le coup de grâce, mais le protagoniste s'avance et attrape la poignée de l'épée en disant qu'il ne choisit aucune de ces options. Cependant, en entrant en contact avec l'arme, il parvient à comprendre ce que l'épée veut réellement à travers ses émotions. Là-dessus, il lui arrache l'épée des mains en disant qu'il pige bien qu'elle veut juste être libre et maîtresse de son destin. Il utilise le pouvoir de l'épée pour commencer à dissiper l'énergie maléfique. Le système l'alerte qu'il a débloqué la forme d'âme et gagné une récompense. Le protagoniste balance alors un coup sur le dernier qui restait et celui-ci s'écroule par terre en dégageant de la fumée. La fille spectrale apparaît alors à côté de Thuy en disant que ouais, il a gagné. Mais est-ce qu'elle apprécie le geste pour autant ? Tenter de modifier son âme piégée dans une épée maléfique, c'était très naïf. Le protagoniste, cependant, se relève et dit qu'il n'a rien besoin de changer. Il a tout compris au moment où il a chopé la grosse épée. Le truc de fou, c'est que, sortie de nulle part, la folle dingue veut lécher le cou de notre gars en lui disant que maintenant il va la supplier pour rester en vie. Mais c'est là que Kim-Ming débarque en lui disant qu'elle a bien vu qu'elle avait changé d'apparence, mais qu'elle a toujours su qui elle était. Là-dessus, la fille spectrale dit qu'elle savait qu'elle finirait à nouveau entre ses mains. Et là, Kim l'interpelle et commence à absorber la meuf. Notre prota s'apprête à lui dire de pas faire ça, mais soudain, paf, tout se disperse. Le prota est un peu paumé, il se demande c'était quoi cette explosion nucléaire. Et là, Kim-Ming explique que récupérer cette âme lui aurait restauré un peu d'énergie vitale. Sauf qu'elle ne peut pas contrôler ce pouvoir et donc, elle refuse de se laisser dominer par lui. C'est pourquoi, à partir de maintenant, la fille scellée est libre de vivre comme elle le souhaite. Cependant, la meuf aux cheveux violets prévient qu'elle ne va pas la remercier de l'avoir épargnée, mais plutôt qu'elle va tout lui piquer. La bosse lui dit d'essayer de faire ce qu'elle veut, et là, la furie se lève, fonce sur notre gars, l'attrape et le mord. L'impératrice n'imaginait pas que c'était ça qu'elle voulait lui prendre. Et sur ce, les deux se dévisagent. Le protagoniste s'est fait embarquer dans la romance. La furie dit qu'elle comprend maintenant ce qu'elle ressent depuis si longtemps. Et la bosse est toute rouge, pas vrai ? Elle demande de quoi elle parle pendant que la méchante prévient que la prochaine étape, c'est de faire quelque chose d'un peu plus profond. Cependant, Kim lui lance une petite pique, la forçant à reculer, et lui dit qu'elle a intérêt à faire gaffe ou elle se fera tuer. C'est clair et net. Mais là-dessus, la furie dit qu'elle se casse. Elle est trop pressée de vivre comme une humaine après des centaines d'années en tant qu'âme, et elle s'éloigne d'un bond en disant que la prochaine fois qu'ils se verront, c'est eux qui demanderont pardon. Le prota est un peu perdu, hein ? Mais il dit qu'apparemment, ils ne sont pas sortis perdants de cette histoire. Il veut peut-être savoir ce que c'était que cette histoire de synesthésie dont elle a parlé. Clairement, la bosse a l'air un peu flippée. Waouh, la panique commence déjà à monter. Elle est complètement à cran. Oh, c'était juste un baiser. Alors pourquoi je me sens si bizarre, cette petite peste ? Comment a-t-elle osé me voler ce baiser ? Quand soudain Shonan apparaît, le chef de la famille, le type qui a été empoisonné et qui a besoin d'aide. Le prota est déjà dans la pièce mais dit que c'est un poison médiocre, tout comme les plans de Lin. Ce n'était pas compliqué de s'en débarrasser. L'oncle le remercie et dit que sans le gamin, la famille Lin serait foutue. Le protagoniste va expliquer que c'est Lin Wai qui est derrière tout ça. Et le chef de famille, il dit que ce salaud mérite tout ce qui lui arrive de mal. Ce gosse était ambitieux mais il ne s'attendait pas à ce qu'il essaie de l'empoisonner. Il pensait que cette fois, il pourrait le retenir avec l'aide des Romains. Mais qui aurait cru qu'il avait même acheté ces mecs-là ? Kim-Ming est d'accord, disant que c'est une honte d'utiliser les guerriers comme ça pour ses affaires. Franchement, il avait dépassé les bornes. Et le prota sait déjà que si ces types l'ont attaqué là-bas, c'est qu'ils doivent être infiltrés dans d'autres branches de la famille et de la société. Quelqu'un dans une autre maison remercie le maître, en disant que c'est grâce à son aide que la famille est en train de renaître. Par contre, ils ont intérêt à pas les décevoir. Le type avec la balafre dit qu'il a prêté les gardes à l'un et que tout ira bien, ils n'ont pas à s'inquiéter. Le chef par contre dit qu'il doit jeter un œil à ce qui se passe et active un pentagramme, un hexagone. Le matin, notre protagoniste et la bosse quittent la maison des Lin. Il lui dit alors que son titre d'impératrice cruelle ne lui va pas vraiment. C'est une fille très gentille et c'est pour ça qu'il veut savoir pourquoi, dans le passé, elle a pris l'âme de cette femme. Sans compter qu'il a aussi vu dans le souvenir qu'elle n'a pas utilisé cette épée maléfique. Ce que Mio répond, c'est que ce serait une honte de dépendre d'un artefact pareil. Le protagoniste dit que c'est vraiment la réponse qu'il attendait de sa part. Et là-dessus, il ajoute qu'elle parle tout le temps de ce soi-disant royaume. Alors Ori veut maintenant visiter cet endroit en personne.
Bizarrement, le cœur de la bosse s'emballe et elle est un peu confuse, sans savoir pourquoi. Elle pense que c'est cette femme qui affecte ses sentiments, qui agit d'une manière ou d'une autre. Et là-dessus, elle dit au revoir à notre gars en disant qu'elle part enquêter. Le protagoniste est un peu largué. Pendant ce temps, Ling est complètement en vrac dans une ruelle. Soudain, elle voit notre protagoniste et, sortie de nulle part, essaie de lui mettre une patate. Il se décale juste et elle tombe comme une conne. Il veut savoir ce que la fille de la famille Wang fabrique là, dans un tel pétrin. Soudain, elle se réveille dans la chambre en hurlant « Ronin !» Elle veut savoir ce qu'elle fait là parce qu'elle se faisait justement courser par eux, en ville. Mais le protagoniste lui dit d'arrêter de chercher des excuses, surtout qu'elle l'a attaqué sans prévenir. Pendant ce temps, la pauvre meuf vient à peine de se réveiller et se fait aussi tabasser par chat. Tiens bon, ma grande. Pas besoin de frapper les femmes comme ça. Mec, l'impact était si violent que ça a même déclenché un flashback chez la fille, qui se souvient de tout. Elle était en train d'interroger un Ronin sur leur base et leur plan quand soudain, un sort de scan inversé est apparu pour extraire les infos du type. Elle essaie d'activer sa technique du poing pour briser le sort, mais le résultat est sans appel. De retour dans la chambre, elle raconte que le Ronin a disparu et qu'elle a essayé de le suivre. Le protagoniste se rend compte que la famille Wang enquête aussi sur ces mecs, mais pour l'instant, il décide de faire comme s'il ne savait rien. À ce moment-là, Wang débarque en disant qu'il a déjà fait envoyer les manuels qu'il avait demandés. Le protagoniste se sent un peu mal à l'aise de voir cette femme si féroce se relever tout amochée. Et là-dessus, Shu le remarque et lui dit que s'il veut, elle a des photos encore meilleures. Il est un peu paumé, se demandant c'est quoi cette proposition foireuse. Il se tourne alors vers Maître Wang qui lui dit qu'il lui donnera Ling, mais pas comme sa deuxième option, elle devra être sa femme principale. Sauf que le protagoniste ignore complètement ça et chuchote un truc à l'oreille du vieil homme qui dit soudain à Shu d'aller préparer le thé sur le champ. Il demande alors c'est quoi ce problème avec le poing enflammé. Le protagoniste, en regardant Ling, dit qu'il ne sait pas exactement comment, mais qu'il peut percevoir le flux d'énergie. Le système explique que depuis qu'il a monté de niveau, sa conscience a également augmenté. Il dit alors à Ling que le mal du maître est causé par la façon dont le poing crée des dégâts cachés. Le maître est surpris que le gamin ait vraiment découvert le problème de la technique, mais il dit à notre gars qu'il est hors de question d'abandonner le poing enflammé pour la famille. Mais faut croire qu'il a raison. C'est une technique dangereuse qu'ils évitent de même de transmettre à qui que ce soit. Le protagoniste dit que Xia ne devrait peut-être pas du tout l'apprendre non plus. Cependant, le chef insiste, disant que ce serait lâche, et en plus, Xiao elle-même ne serait pas d'accord. Le protagoniste dit alors que la seule option est peut-être d'améliorer la compétence. Tous les deux ont l'air effrayés et disent que ce n'est de pas qu'ils ne font pas confiance aux garçons, mais essayer de faire évoluer la technique légendaire comme ça, ce ne serait pas si facile. Bon, à ce moment-là, la gigantesque Shu arrive aussi. Je m'y suis toujours pas fait. À chaque fois que je la vois, je me dis, mec, je crois que le dessinateur s'est un peu emballé, non? Elle arrive avec le thé, l'air curieuse. Le maître dit alors qu'il va montrer quelque chose à lui et lui demande s'il peut vraiment aider. À ce moment-là, une pierre rouge géante apparaît et il demande ce que c'est. Le maître explique que c'est la pierre d'approbation martiale qui, en théorie, détecte le potentiel de l'artiste. En gros, seuls ceux qui dépassent un certain niveau de puissance peuvent apprendre le poing enflammé. Quand le maître la touche, ils se retrouvent tous les deux dans un endroit bleu et le vieil homme explique que c'est sa mère spirituelle vaste comme l'océan. Lang la touche aussi et on voit que son onde s'étend sur plus de 1000 miles. Quand Shu la touche, on dit que son talent s'étend encore plus que celui de Ling. Elle dit alors à notre gars d'essayer. Sauf que quand il la touche, rien ne semble se passer jusqu'à ce que soudain, en levant les yeux, ils aient l'impression d'être dans une sorte de galaxie. Le vieil homme sait que c'est ce qu'on appelle l'océan d'étoiles. Même Shu est sous le choc, se demandant comment c'est possible, que ça n'a aucun sens. On peut appeler ça un océan si c'est dans le ciel? À ce moment-là, elle réalise que la différence entre eux est déjà gigantesque. C'est quoi ce délire? Elle se lamente auprès de Ling, disant que ça n'a absolument aucun sens. Le protagoniste, après avoir choqué les trois, gagne même une récompense et s'assoit. Pendant ce temps, le vieil homme vient lui apporter la technique du poing enflammé, en disant qu'il accepte maintenant son aide. Cependant, c'était une technique essentielle de la famille et elle ne devait être divulguée à personne. Le protagoniste hoche la tête et dit que ça marche. On dirait même qu'il va la refiler à quelqu'un, puis il ferme le livre et dit que c'est bon. Il a déjà compris la technique et voit comment l'améliorer. Il active le poing enflammé, montrant que c'était vraiment une technique axée sur l'éveil de toute l'énergie vitale. Le problème, c'est que ça a tendance à endommager les méridiens quand on l'utilise. Et le vieil homme lui dit que non seulement ça, mais que la pratique du poing enflammé affectait aussi son esprit. Même quand il ne voulait pas utiliser l'attaque, il y avait une sorte de voix qui le forçait à le faire. Les filles pensent que le vieil homme devient sérieux.
Mais à ce moment-là, le protagoniste leur dit déjà de regarder. Le secret, c'était de libérer l'énergie négative dans l'autre main. Pendant que dans une main, il a un coup de poing enflammé, dans l'autre, l'énergie dite inversée s'écoule. Shu trouve que la technique a beaucoup trop changé. Le vieil homme dit qu'il comprend, mais que maîtriser le contrôle de deux énergies comme ça serait très difficile. Cependant, il voit que Shu y arrive déjà plus ou moins, et elle est déjà en train de faire l'éloge de notre gars, disant qu'elle a vraiment senti la technique beaucoup plus puissante à ce moment-là. Ling, de son côté, demande au vieil homme ce que les gens qui infiltrent la ville recherchent, à son avis. Il dit que c'est probablement ce qui se passe au lac Lingu qui attire beaucoup l'attention. Cependant, il est trop vieux et n'a pas le temps de s'inquiéter de ce genre de choses. Ling dit au vieil homme d'arrêter de faire semblant. Elle sait qu'il va faire quelque chose. Il dit qu'il n'y a aucun moyen de cacher une chose pareille. Il va devoir agir. Avant de voir cette technique de lui, il avait baissé les bras. Mais maintenant qu'il peut à nouveau pratiquer le point de flamme, il va devoir passer à l'action. Pendant ce temps, au pic d'émeraude, le protagoniste jette des trucs dans les arbres, la fameuse rosée millénaire qui accélérait la croissance des plantes. Dernièrement, comme sa perception a augmenté, il peut remarquer ce qui se passe autour de lui sans même regarder. Il décide de s'allonger là et de sentir l'énergie. Mais soudain, il se redresse, surpris, sentant comme si quelqu'un se baignait dans le lac. D'après le bruit des bijoux qui tintent, ça doit être une fille. Le coquin se dit que c'est très dangereux de laisser une fille seule dans la forêt. Il va devoir aller jeter un œil. Quand il arrive, il y a une fille toute rouge avec une nageoire dans l'eau. Il s'approche en pensant qu'elle se noie. Mais si la sirène se noie, c'est la fin des haricots. Le monde s'écroule. Allez, vas-y, le coquin. Il plonge pour la sauver, mais il voit alors le sourire fendu sur son visage. Elle lui dit alors qu'il n'aurait pas dû sauter. Et le protagoniste veut savoir où sont les mains de la fille. Ouah, la meuf est une sacrée vipère. Elle n'a ni bras, ni jambes, juste des boules circulaires au milieu de son torse, c'est ça? Et elle dit qu'elle va être sympa et qu'elle va le tuer avant de le bouffer. Le protagoniste est paumé, il réalise qu'il est venu pour faire une bonne action, mais elle est en train de le trahir. Pendant ce temps, la fille dit que s'il était tombé entre les mains de quelqu'un d'autre, il aurait bien plus souffert. Elle est là en train de le serrer en disant « Ouah, comme il est résistant !» Mais elle kiffe ça quand il y a plein de vigueur. Elle se rapproche, lui disant d'arrêter de se débattre autant. Le protagoniste, pour se libérer, active le point de feu et crame la queue de cette garce. La queue en feu, elle saute dans l'eau, voulant savoir ce que ce salaud lui a fait pendant qu'il lui dit que ce n'est que le début. Cependant, elle a soudain l'air terrifiée et un dragon gigantesque surgit derrière le protagoniste. La femme serpent est sur le point de se barrer, mais le dragon la déchire en deux. Putain, tout le design de la meuf complètement gâché. Soudain, la bête apparaît dans le dos du protagoniste et le fixe du regard. Le protagoniste est là, flippé par la puissance qui émane du monstre, quand Cayenne lui attrape le bras et leur dit à tous les deux de courir. Apparemment, nous sommes de retour dans la forêt et elle est toute trempée. Elle dit à notre gars qu'ils ont eu... Là-dedans, elle explique qu'elle essayait de cultiver les herbes, mais que la bête démoniaque a tout détruit. Le protagoniste est en colère et dit que ce salaud était entièrement à lui. Ouah. Puis la scène change et on voit Zhang qui dit au revoir à ses fans avec un grand sourire. C'était ça, l'arme démoniaque? Je pense que oui, non, la meuf a subitement décidé de devenir streameuse. Elle fait un signe de la main à ses fans en leur disant qu'elle les reverra un autre jour. Pendant ce temps, l'impératrice est là, voulant savoir ce qu'elle connaît du monstre du lac éthéré. La fripouille est assise là, toute de travers, en disant qu'elle avait promis de supplier la prochaine fois. Et maintenant, la voilà qui demande de l'aide. Sur ce, le roi Ming dit que c'est pas grave, qu'il va juste absorber son âme à nouveau et chercher quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que Zhang propose un échange d'informations et dit que le démon est blessé et en pleine récupération. Le protagoniste cependant dit que cette créature est extrêmement puissante. C'était difficile pour elle de coexister avec les humains. Ce qu'il ne comprend pas, c'est comment l'impératrice savait que Zhang aurait cette information. Elle lui dit alors que juste avant qu'elle n'atterrisse dans ce monde, elle avait déjà perdu le contact avec l'arme. Hui comprend alors que l'arme, Zhang, était arrivée dans ce monde avant l'impératrice et elle félicite notre gars en disant que oui, ça fait plus d'1 an qu'elle vit ici. Probablement qu'au moment où elle a quitté le roi Nang, l'écoulement du temps pour qu'elle arrive à cet endroit était différent. Le protagoniste a maintenant compris, hein? Pardon, mais je peux vous aider avec ça. Là-dedans, ça va être un sacré coup dans les valseuses quand Sin réalise que le maître, tout comme elle, s'était fait avoir.